La première fois qu'il m'a forcé à avaler son laichu, mes jambes se sont mises à trembler comme des feuilles dans le vent. Tout mon corps s'est figé sous la terreur. C'était une aube noire, épaisse comme de l'encre, dans cette fromagerie puante où l'odeur de foin moisi s'entremêlait à celle des animaux et à sa sueur âcre. Ses mains calleuses ont serré ma tête avec une telle force que j'ai cru que mon crâne allait se briser. Il pressait mon visage contre lui, m'empêchant de respirer, et riait de cette manière qui encore aujourd'hui me fait sursauter en pleine nuit. C'est pour te rendre forte, petite, se moquait-il avec sa voix répugnante, celle d'un homme qui sait qu'il peut tout. Mes dents claquaient de peur, les larmes coulaient sans fin. J'implorais du regard un Dieu qui m'avait tourné le dos à cet instant. Le goût amer qui restait dans ma bouche et la nausée qui retournait mon estomac pendant des jours n'étaient que le début de l'enfer que ce démon en blouse blanche avait préparé pour moi. À l'époque, je n'avais que 15 ans. Orpheline, sans même un chien pour aboyer à ma place. Et lui, il était le docteur, le fils du châtelain, la fierté de toute la ville, avec ses diplômes accrochés au mur et ce faux sourire figé dans les journaux. Les mêmes mères qui mettaient en garde leurs filles contre les hommes le rêvaient déjà comme gendre. Les mêmes dévotes qui priaient tout le jour embrassaient le sol sur lequel ils marchaient. Qui aurait cru la parole d'une pauvre petite paysanne contre celle d'un futur médecin respecté de toute la région? Qui aurait risqué emploi, maison, voire sa vie pour défendre une simple domestique qu'on accusait d'avoir provoquée? Cette nuit-là, j'ai compris que pour certaines personnes, la justice n'est qu'un joli mot dans des livres qu'elles n'ont jamais lus. Aujourd'hui, j'ai des années derrière moi et je m'appelle Bernadette Colombe, Vaclin-Montfleury. Les gens d'ici me connaissent comme Madame Colombe des fromages, propriétaire de la fromagerie Les Bruyères, la plus grande du secteur de Belvedere-sur-Aude, dans le Languedoc. Je suis assise sur cette terrasse, d'où je peux voir mes vaches paître à perte de vue dans les champs. Ces mains noueuses, aux veines saillantes que le temps a sculptées sans pitié, ont bâti un empire à partir de rien. De la même façon que son lait fut ma disgrâce, le lait de mes vaches est devenu mon salut. Ironie du destin, n'est-ce pas? Pendant que je savoure un café au lait frais sur cette terrasse, je me demande qui se trouve de l'autre côté, à écouter mon histoire. Y a-t-il quelqu'un de Belvedere-sur-Aude, ou d'ailleurs dans le Languedoc, où le soleil est impitoyable et les gens endurcis? Racontez-moi dans les commentaires votre nom et d'où vous m'écoutez. Je veux imaginer les visages derrière les chiffres, des vies peut-être semblables à la mienne d'une certaine façon. Vous vous demandez sans doute comment une fille pauvre, abusée par le fils de l'homme le plus influent de la région, a fini par se venger et devenir propriétaire d'une des fromageries les plus prospères de ce coin de France. C'est une longue histoire qui mêle tout, douleur, humiliation, colère, vengeance et justice. Ce ne fut ni simple ni rapide. Le chemin était semé d'épines et il m'a laissé des marques que le temps n'a jamais pu effacer. Mais aujourd'hui, du haut de mes 90 ans, je peux dire que chaque larme versée et chaque goutte de sueur valait la peine. Ce qui me réjouit le plus, c'est d'imaginer l'expression de ce misérable lorsqu'il a appris que j'avais acheté les terres de sa famille aux enchères. Le dégoût qui traversait son visage quand il me voyait à genoux dans la cuisine, en train de laver le sol, puis plus tard me découvrant dans un lit d'hospice, vivant de la pension que mon fils, qu'il n'a jamais reconnu, payait par simple compassion. Comme le disait ma défunte grand-mère, Dieu tarde, mais ne manque jamais. Et quand il tarde trop, il faut savoir trouver soi-même le moyen de redresser les choses. Je suis née en 1935 dans un hameau si petit qu'il n'apparaissait même pas sur la carte, près de Saint-Félix en Languedoc. C'était une époque rude, marquée par une sécheresse implacable et une pauvreté sans fin. Ma mère lavait le linge des riches de la ville, de ceux dont les mains étaient si lisses qu'elles ressemblaient à la peau d'un nouveau-né. Les siennes étaient tout le contraire, crevassées, rouges, couvertes de callosités, veines saillantes. Mon père, lui, travaillait dans les vignes, changeant de domaine selon les saisons. Il passait plus de temps loin de la maison que près d'elle. Chez nous, la faim était une visiteuse constante. Elle s'installait à table avec nous chaque jour. Depuis toute petite, je savais ce qu'était le travail. À 6 ans, j'aidais déjà ma mère à essorer le linge, à l'étendre et à le livrer chez les habitants. À 8 ans, je savais faire un peu de tout, cuisiner, nettoyer, m'occuper des bêtes. C'est à cette époque que j'ai appris à prendre soin des vaches. Un voisin en possédait 2, maigrelettes, mais donnant du lait. Je l'aidais à les traire en échange d'un bol de lait de temps en temps. C'était une petite fête quand je rentrais à la maison avec ce lait encore tiède. Je le partageais en parts égales avec mes 3 frères et sœurs plus jeunes. Nous le buvions lentement, savourant chaque gorgée. Ce goût doux et crémeux était rare sur notre table. C'est aussi à cet âge que j'ai perdu mon père. Un accident dans les vignes.
On racontait qu'il était tombé sur une machine dangereuse. En un instant, il avait été broyé comme les raisins qu'il récoltait. Il n'y eut ni veillée funèbre ni adieu. Il n'y eut rien. La nouvelle me fut apportée par l'un de ses collègues, et je me souviens de ma mère, effondrée en larmes contre le mur entorchi de notre maison. Après cela, elle ne fut plus jamais la même. Elle devait désormais travailler pour deux, et nous ne la voyions partir qu'avant le lever du soleil et revenir bien après son coucher. Il ne fallut pas longtemps pour que sa santé commence à décliner. D'abord une toux persistante, puis une fièvre qui revenait sans cesse. Puis elle devint faible, si maigre qu'elle en était pitoyable. Pourtant, elle continuait de travailler sans relâche. Tant qu'il y a de la force dans les bras, il y a de la nourriture sur la table, répétait-elle. Mais chaque jour, je voyais la force l'abandonner peu à peu. À 10 ans, j'avais déjà pris en charge une bonne partie des tâches domestiques. À 12 ans, je faisais presque tout. Je lavais, repassais, cuisinais, m'occupais de mes frères et sœurs. C'est à cette période que j'ai perdu 2 de mes plus jeunes frères et sœurs. D'abord Jacques, emporté par une forte fièvre qu'aucune tisane ne put faire tomber. Puis Marie, terrassée par une diarrhée qui la dessécha comme une plante privée d'eau. Il ne restait que le plus jeune, Sylvain, qui était malade plus souvent qu'il n'était en bonne santé. À cette époque, le médecin n'était qu'un privilège pour les riches. Les pauvres devaient se débrouiller avec des guérisseurs, des rebouteux et des remèdes de grand-mère. Parfois ça fonctionnait, parfois non. Pour nous, c'était plus souvent non que oui. Quand j'eus 14 ans, ma mère finit par se coucher pour ne plus jamais se relever. Elle dépérissait d'une maladie que personne ne savait vraiment identifier. Avec ce que j'ai appris depuis, je soupçonne qu'il s'agissait de tuberculose. Elle mourut la tête posée sur mes genoux, s'excusant de me laisser seule dans ce monde. « Prends soin de Sylvain », furent ses dernières paroles avant de pousser ce long soupir que l'on sait être le dernier. Après l'enterrement, je me retrouvai sans repère. Je ne pouvais subvenir aux besoins de Sylvain et moi-même avec le maigre salaire que me rapportait le lavage du linge. C'est alors que ma tante Adé apparut, la sœur de ma mère, qui vivait en ville et travaillait comme cuisinière chez une famille aisée. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas nous prendre tous les deux, mais réussit à placer Sylvain chez des parents à elle, à Carcassonne. Pour moi, elle trouva un emploi dans la cuisine du château des Vents, propriété de M. Maurice Lueur de Beauvoisin, l'un des hommes les plus puissants et fortunés de la région. « C'est ta chance d'avoir un toit et de quoi manger », m'avait dit ma tante. Le châtelain peut être exigeant, mais au moins tu auras un toit et de quoi manger, mieux que de mourir de faim dans la rue. Le cœur serré à l'idée de quitter mon petit frère, j'ai rassemblé mes maigres affaires et suis partie travailler au château. À l'époque, je croyais que c'était une bénédiction. Je n'avais aucune idée que je marchais droit dans la gueule du loup. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai aperçu le château des Vents. Pour moi, qui n'avais jamais vu plus grand que l'église du village, il ressemblait à un palais. C'était une bâtisse ancienne, héritage des premiers vignobles, avec une vaste terrasse à l'avant, de grandes fenêtres en bois sculpté et des tuiles rouges en terre cuite. Autour, un jardin d'une beauté irréelle, rempli de plantes que je n'avais jamais vues, entretenu avec une perfection qui semblait sortir d'un magazine. Derrière la maison, les pâturages et les vignes s'étendaient à perte de vue. « Tout cela appartient au châtelain ?» ai-je demandé à ma tante Adé. « Tout cela et bien plus encore », répondit-elle. Alors, tête baissée et bouche cousue. J'ai vite compris comment la vie fonctionnait là-bas. Je me levais à 4 heures du matin, encore plongée dans la nuit, pour allumer le fourneau à bois et préparer le café avant que les autres domestiques ne se réveillent. Ensuite, il fallait nettoyer, frotter, repasser, aider en cuisine, et exécuter toutes les tâches qu'on m'ordonnait. Je ne me couchais qu'après 10 heures du soir, quand la famille avait terminé de dîner et que tout était rangé, prête pour recommencer le lendemain. Mes mains, déjà rugueuses à force de travailler, se crevassaient jusqu'au sang à force de frotter les sols et le linge. Au château, chacun connaissait sa place. Au sommet, il y avait M. Maurice Lueur de Beauvoisin, un homme grand, à la moustache épaisse et au regard perçant. Son épouse, Madame Adélaïde, mince, au nez retroussé, parlait peu mais observait tout. Ensuite venaient les enfants, l'aîné et Léonore, déjà mariés et installés à Paris, le cadet Geoffroy, étudiant en médecine et revenant seulement pour les vacances, et la Benjamine Claire, pensionnaire chez les religieuses à Toulouse. En dessous de la famille se trouvaient les commis, puis les domestiques de maison. Enfin, les ouvriers agricoles complétaient la hiérarchie. C'était une échelle où chacun savait qu'il ne pouvait pas grimper plus haut. Moi, j'étais tout en bas. La nouvelle,
Celle qui faisait toutes les tâches que personne ne voulait faire. La nourriture que je mangeais était ce qui restait après le repas des autres. Ma chambre était minuscule, au fond du bâtiment, partagée avec 2 autres domestiques. Mes vêtements étaient vieux et rapiécés, ceux que Madame Adélaïde ne voulait plus porter. Au début, ma tante Adé venait parfois me voir. Elle m'apportait des nouvelles de Sylvain, me disait qu'il allait bien et qu'il grandissait fort. Avec le temps, les visites de ma tante se sont faites plus rares. J'ai appris plus tard que le châtelain n'aimait pas que les domestiques reçoivent de la visite. Il trouvait que cela perturbait le travail et personne n'osait jamais contrarier ses décisions. Tout a commencé à changer à l'été 1950. Geoffroy Leheur de Beauvoisin était revenu de la capitale pour les vacances. Il avait 25 ans, terminait ses études de médecine et était traité au château comme un prince. Tout le monde parlait de lui avec admiration, docteur Geoffroy, le médecin de la famille, la fierté du châtelain. Grand, aux épaules larges, les cheveux bruns impeccablement coiffés, toujours habillé avec soin même sous la chaleur du domaine. Les jeunes filles de la région soupiraient quand il passait à cheval dans la ville. Les premiers jours, je n'avais guère remarqué qu'il me regardait différemment des autres domestiques. J'étais trop occupée à courir d'un côté à l'autre, frotter et nettoyer. Mais Madeleine, la cuisinière la plus âgée, l'a remarqué. « Méfie-toi du docteur », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous lavions la vaisselle du dîner. Il a l'œil sur les jeunes filles. Il en a déjà emmené 2 à la fromagerie avant. Je n'avais pas compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Dans mon innocence, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple tâche supplémentaire pour un domestique. Puis est venu un ordre étrange. Un après-midi, Madame Adélaïde m'a appelé et m'a expliqué qu'à partir de ce jour, je serais chargée d'aller chercher du lait frais à la fromagerie tous les matins avant l'aube, avant même d'allumer le fourneau. Le docteur Geoffroy aime le lait fraîchement tiré pour son petit déjeuner, a-t-elle précisé. Je devais me lever une demi-heure plus tôt, comme si mon réveil habituel n'était pas déjà assez matinal. Le premier matin, je suis sortie à l'aube, encore plongée dans l'obscurité, vers la fromagerie. Je craignais les bêtes nocturnes et les fantômes dont les domestiques parlaient commentant le domaine. Je portais une petite lanterne qui éclairait à peine le chemin. En arrivant à la fromagerie, j'ai eu un choc, je n'étais pas seule. Le docteur Geoffroy était là, adossé à une pile de foin, une cigarette à la main. J'ai pensé que mademoiselle se perdrait en chemin, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis venu te montrer quelle vache a le lait le plus doux. Ce matin-là, rien de plus ne s'est produit, à part qu'il me montrait comment traire la vache, exactement comme il l'aimait. Mais un frisson m'a parcouru l'estomac quand il s'est approché trop près, sa respiration chaude de cigarette effleurant mon cou, ses mains guidant les miennes sur le pis de la vache. Il faut être délicat mais ferme, expliqua-t-il, serrant mes doigts avec une force inutile, comme on le ferait avec une femme. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. J'étais dans l'enclos et je voyais un veau marqué au fer rouge. Mais quand j'ai regardé de plus près, ce n'était pas un veau. C'était moi, dans mon rêve, et celui qui tenait le fer brûlant n'était autre que le docteur Geoffroy, avec ce même sourire froid sur les lèvres. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant comme un tambour. Quelque chose en moi savait déjà ce qui allait arriver, même si ma tête innocente ne comprenait pas encore. Les matins suivants, il continuait à apparaître par hasard à la fromagerie. Chaque fois, il se rapprochait davantage, touchait plus, disait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Moi, élevée pour toujours respecter les maîtres, je ne savais pas comment réagir. Je baissais la tête, répondais « oui, monsieur » et essayais de terminer mon travail le plus vite possible, jusqu'au matin qui a divisé ma vie en 2, l'avant et l'après. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude, espérant éviter sa présence. Le ciel était encore sombre, aucun signe que le soleil voulait se lever. L'odeur du foin se mêlait à celle du lait frais, remplissant l'air. Les vaches respiraient lourdement, libérant de petits nuages dans l'air froid de l'aube. Je terminais de traire la 2e vache quand j'ai entendu ses pas. Contrairement aux autres fois, il ne dit rien. Il ferma la porte de la fromagerie, la bloquant avec un morceau de bois. Le bruit sec du verrou m'a glacé jusqu'aux os. J'ai continué mon travail, dos tourné, feignant de ne pas remarquer ses mains tremblantes sur le pis de la vache. « Tu as fini avec le lait » demanda-t-il, sa voix différente, plus grave, plus basse. « Oui, monsieur » répondis-je sans me retourner. Alors, sa main se posa sur ma taille, me tournant vers lui. « Sais-tu ce qu'on dit du lait, petite » demanda-t-il, si proche que je sentais l'odeur d'eau-de-vie dans son souffle.
Avant que je puisse répondre, il me poussa contre le mur en bois. Mais il y a un type de lait encore plus fort, murmura-t-il. J'ai essayé de me dégager, mais il était trop grand, trop fort. S'il vous plaît, docteur Jaffroy, laissez-moi partir, suppliai-je, les larmes coulant déjà. Il rit, ce rire qui hante encore mes cauchemars. Tu partiras, mais d'abord tu vas prendre ton lait. Ce qu'il m'a fait ce matin-là, je ne peux pas le raconter complètement. J'étais si innocente que je ne savais même pas ce qui se passait exactement. Je savais seulement que ça faisait mal, que je me sentais souillée, déchirée de l'intérieur. Pendant qu'il me violait, il murmurait des horreurs sur le lait chaud et comment cela allait me faire grandir. Quand il eut fini, il jeta ma robe déchirée par terre. C'est notre secret, dit-il en arrangeant ses vêtements. Si tu le dis à quelqu'un, personne ne te croira, et ton emploi est ta seule protection contre la mendicité. Pense à ça. Je suis sortie de la fromagerie en me sentant comme un chiffon. Mes jambes me soutenaient à peine. Je sentais un liquide chaud et collant couler le long de mes cuisses. Je me suis cachée dans le petit débarras et me suis lavée avec de l'eau froide, mordant mon bras pour ne pas crier. Quand je suis apparue dans la cuisine, en retard, Madame Adélaïde me gifla devant tout le monde. Paresseuse, le docteur Jaffroy attend son lait frais. Ironie cruelle de la vie, le lait qu'il voulait n'était pas celui de la vache. J'ai pensé que ce n'était qu'une fois, qu'il se lasserait, qu'il trouverait quelqu'un d'autre à tourmenter. Mais j'avais tort. C'était devenu une routine macabre. 3 fois par semaine, il m'attendait à la fromagerie avant l'aube, lundi, mercredi et vendredi. Les autres jours, il restait au lit plus tard, et je remerciais Dieu pour ce répit. J'ai tout essayé pour y échapper. J'ai simulé la maladie, mais dès que je tombais malade, il apparaissait dans ma petite chambre la nuit, prétendant qu'en tant que futur médecin, il venait m'examiner. Pire que la fromagerie, avec les autres domestiques endormis à côté, je mordais l'oreiller pour ne pas crier. J'ai tenté de me lever plus tard, mais Madame Adélaïde m'attrapait et me frappait avec une baguette de noisetier. « Tu veux perdre ton emploi ? Il y a 10 filles qui feraient ta place sans hésiter. » me hurlait-elle. J'ai même essayé de m'enfuir une nuit. Mais aller où ? Je n'avais pas d'argent, personne pour m'aider. Et je craignais pour mon petit frère Sylvain si je disparaissais. C'était comme être prisonnière dans une cage sans issue. Pour avoir résisté, j'étais punie. Corvées supplémentaires, les plus répugnantes, nettoyer les latrines, s'occuper du linge souillé par les menstruations de la maîtresse, porter des seaux lourds d'un bout à l'autre du domaine. Quand la fatigue me faisait faire tomber quelque chose, j'étais humiliée devant tout le monde. Celle-là ne vaut même pas pour nettoyer une porcherie, crachait Madame Adélaïde. Si elle avait su ce que son fils me faisait subir. Au fil des semaines, j'ai commencé à dépérir. Je ne pouvais plus manger, rien que de penser à la nourriture me retournait l'estomac. J'ai tellement maigri que mes vêtements, déjà amples, semblaient des sacs vides sur moi. Mes yeux portaient des cernes profonds, mes mains tremblaient en permanence, et je faisais tomber les choses sans le vouloir. La nuit, je ne dormais jamais correctement. Cauchemars, sueur froide, morsures de main pour ne pas crier. Les autres domestiques commencèrent à s'éloigner, comme si j'étais contagieuse. Seule Madeleine, la vieille cuisinière, me regardait avec pitié, mais elle aussi restait muette. Et puis, environ 2 mois plus tard, le pire est arrivé. J'ai commencé à avoir des nausées chaque matin. Au début, je pensais que c'était la peur constante, la faim, l'angoisse qui me retournait l'estomac. Mais même les rares fois où je parvenais à manger quelque chose, tout revenait aussitôt. L'odeur de la cuisine, du pain, du lait chaud, parfois me rendait malade au point de devoir sortir en courant pour vomir en cachette. Un jour, Madeleine m'a appelée derrière la cuisine. Elle avait 60 ans passés, travaillait au château depuis toujours. Elle avait élevé le docteur Jaffroy quand il était enfant, et pour cette raison, il la respectait, le seul humain ici qui n'éprouvait pas peur devant lui. Petite, dit-elle, me fixant dans les yeux, tes lunes, depuis combien de temps ne sont-elles pas venues ? C'était comme une gifle. Je n'avais même pas remarqué que j'avais presque 2 mois de retard. Je ne sais pas, Madame Madeleine, ai-je murmuré en tremblant. Elle ferma les yeux, soupira profondément. C'est le docteur, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas répondre. Je me suis effondrée en larmes dans ses bras, mon corps entier secoué par la terreur. Elle me serra fort, comme ma mère autrefois. Chut petite, ne pleure pas, on va trouver une solution. Mais la terreur était incommensurable. Porteur l'enfant de cet homme, à 15 ans, sans famille, c'était comme sentir un monstre grandir en moi, aspirant ma vie, me rappelant chaque instant la fromagerie,
ses mains, son rire. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'imaginais tout ce qui m'attendait. Comment vivre avec ce poids, comment protéger Sylvain, comment survivre dans ce château où chaque pierre semblait vouloir m'écraser? Madeleine tenta de m'aider. Elle me donna une tisane de rue si forte qu'elle me rendit malade pendant 3 jours. Des douleurs si atroces que j'ai cru mourir. Puis elle essaya avec de la racine d'angélique bouillie, amère au goût, presque impossible à avaler. Rien n'y fit. Cet enfant voulait naître, malgré moi. Pendant ce temps, je devais continuer mes tâches à la fromagerie. Le docteur ne savait pas encore, ou feignait de ne pas voir mon ventre qui commençait à se dessiner. Chaque fois qu'il me touchait, je devais lutter pour ne pas vomir sur place, priant tous les saints que mon secret reste caché. J'avais commencé à porter des vêtements amples, à nouer un tissu autour de ma taille pour cacher mon ventre. Ça fonctionnait, un temps. Les autres domestiques murmuraient que j'étais malade, trop maigre, jaune comme une bougie fondue. Personne ne se doutait de rien, ou si certains avaient des soupçons, ils fermaient les yeux. Une domestique n'est le problème de personne. Jusqu'à ce jour fatidique. C'était un vendredi. Comme d'habitude, je suis partie à la fromagerie avant l'aube. Il était là, m'attendant avec ce sourire répugnant. Cette fois, il a posé sa main sur mon ventre et s'est figé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Il m'a poussé contre le mur, a relevé ma blouse de force, et a vu la petite protubérance que mon tissu ne pouvait plus dissimuler. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était froide comme la glace. Tu es enceinte? Je n'ai pas pu parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge, paralysés par la peur. Il m'a secoué violemment, cognant ma tête contre le bois. Réponds, misérable. Tu attends un enfant? J'ai hoché la tête, les larmes coulant sans contrôle. Et tu prétends que c'est de moi? Sa voix était un rire sans joie. Qui garantit que tu ne t'es pas couché avec les ouvriers? Ces traînées sont toutes pareilles. Pour la première fois, j'ai parlé. Vous savez que vous êtes le seul, ai-je dit, tremblante mais ferme. Je n'ai jamais été touchée par personne d'autre. Sa colère a éclaté. Il m'a jeté sur le sol de la fromagerie, au milieu de la paille sale, puis est sorti en claquant la porte. Je suis restée là, pleurant, incapable de savoir ce qui allait m'arriver. Je savais que le pire n'était pas encore arrivé. Et je ne me trompais pas. Cet après-midi-là, j'ai été convoquée dans le bureau du châtelain. Je n'y étais jamais entrée. C'était une pièce interdite aux domestiques, vaste, meublée de bois sombre, saturée d'odeurs de cigares et de cuir. Le châtelain était assis derrière un immense bureau, Madame Adélaïde debout à ses côtés, et le docteur Geoffroy, appuyé contre la fenêtre, bras croisés. « Voici la traînée, dit le châtelain dès mon entrée, sans même me regarder. Alors tu as décidé de séduire mon fils et maintenant tu prétends porter mon petit-fils? » J'ouvris la bouche pour me défendre, mais il frappa du poing sur le bureau, me faisant sursauter de peur. « Tais-toi. Je ne veux pas entendre tes mensonges. Depuis ton arrivée ici, j'ai remarqué ton effronterie, ton regard sur les hommes, ton audace à t'offrir. Madame Adélaïde me considérait comme un insecte répugnant. Serpent ingrat, siffla-t-elle. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, un travail, et voilà comment tu nous remercies, en essayant de séduire notre fils. Le docteur Geoffroy se contentait d'observer, un petit sourire au coin des lèvres, sachant que sa parole valait plus que la mienne. Je vais être clair, poursuivit le châtelain. Je ne veux plus jamais voir ton visage ici. Tu as 10 minutes pour rassembler tes affaires et disparaître de ma propriété. Si tu répands cette histoire mensongère que mon fils t'a mise enceinte, je me ferai un plaisir d'en finir avec ce qui reste de ta famille. J'ai encore des contacts à Carcassonne. Et ne pense pas que tu sortiras d'ici avec un sou. Ta famille nous doit depuis des générations. C'était une menace claire pour mon petit frère. Je suis sortie du bureau, la tête basse, traversant le couloir où les autres domestiques s'étaient rassemblés. Tous fixaient le sol. Aucun ne m'osait regarder. J'ai aperçu furtivement ma tante Adet, venue ce jour-là, qui détourna aussi le regard. La peur du châtelain valait plus que n'importe quel lien de sang. J'ai rassemblé mes maigres affaires dans un vieux sac de jute, 2 ensembles de vêtements rapiécés, un peigne cassé, un petit ruban ayant appartenu à ma mère. Rien de plus. Je suis sortie par la porte de derrière, sans un mot pour personne. Alors que j'étais presque arrivée à la grille du domaine, quelqu'un me tira par le bras. C'était Madeleine, tenant un petit paquet. « Prends, petite, chuchota-t-elle, jetant un œil autour pour s'assurer qu'on ne la voyait pas. À l'intérieur, un peu de farine, de la cassonade, un morceau de viande séchée. Ce n'est pas grand-chose, mais ça t'aidera pour les premiers jours.
Elle glissa aussi quelques pièces dans ma main. Je les économiserai en secret. Va chez ta tante en ville. Peut-être qu'elle pourra t'aider. Je quittai le château des vents avec le cœur lourd comme du plomb. Pas de plan, pas d'avenir, juste la vie qui grandissait en moi et la certitude que le monde était trop cruel pour une fille seule. Le ciel bleu s'était couvert. Un orage s'abattit, renversant le monde à l'envers. Le chemin de terre devint boueux, je glissai et tombai plusieurs fois. La pluie battante me trempa jusqu'aux os, effaçant mes larmes, mais pas ma peur. Tout ce que j'avais, l'enfant dans mon ventre et l'espoir fragile de rejoindre la ville, de retrouver ma tante. Aujourd'hui, je raconte cette histoire parce qu'aucune femme ne devrait marcher seule dans la tempête. Si ce récit vous touche, vous pouvez soutenir la chaîne Sagesse de Mamie en cliquant sur le petit bouton « Merci » sous la vidéo. C'était une petite pièce avec un cœur. Choisissez n'importe quel montant, du prix d'un café jusqu'à ce que votre cœur dicte. Cet argent permet à l'équipe de voyager à travers la France, rencontrant d'autres femmes âgées, gardiennes de récits enfouis dans le silence depuis des décennies. Il leur faut de l'essence, un hébergement, du matériel, tout pour donner une voix à celles qui ont vécu dans l'ombre. Et si vous ne pouvez rien donner, simplement regarder jusqu'au bout fait déjà sentir qu'on écoute après tant de temps. Après des heures de marche sous la pluie, j'ai enfin atteint la petite ville. J'étais si faible que je tenais à peine debout. La maison de ma tante Adèle se trouvait dans une ruelle étroite près de l'église. Quand j'ai frappé, elle a ouvert juste une petite fente. En me voyant, elle a écarquillé les yeux, terrifiée, jetant des regards précautionneux dans la rue avant de me tirer à l'intérieur. « Petite, tu es folle de venir ici, » murmura-t-elle, nerveuse. « Si le châtelain découvre que je t'ai hébergée, je perds mon emploi, peut-être pire. » Mais même avec la peur, elle n'a pas eu le courage de me renvoyer. Elle m'a donné des vêtements secs, une assiette de nourriture chaude et m'a laissé dormir sur un vieux matelas sur le sol de la cuisine. Au matin, avant même que le soleil ne se lève, elle me réveilla. Agitée, nerveuse, elle fourra un paquet de nourriture et quelques pièces dans ma main. « Tu ne peux pas rester ici. Le fils du patron de ma patronne est ami avec le docteur Jaffroy. S'il te trouve, » elle n'avait pas besoin de finir la phrase. J'avais compris le message. « Où vais-je aller, tante ?» demandai-je, sentant le désespoir remonter. Elle soupira profondément, comme si elle prenait une décision difficile. « Tu connais la vieille Madeleine Fourcade ? Elle habite une cabane aux limites du domaine du châtelain, sur ces terres rocailleuses que personne ne veut. Elle était servante au château quand elle était jeune. Après la guerre, elle est restée ici. Le châtelain ne se souvient même pas qu'elle existe. » J'acquiesçai. J'avais entendu parler d'elle, mais jamais vue. On disait qu'elle était un peu sorcière, qu'elle guérissait maladies et douleurs avec des herbes et des prières. Va là-bas. Elle a déjà aidé d'autres filles dans une situation semblable. Dis-lui que je t'ai envoyé. Je quittai la maison de ma tante avec le cœur encore plus lourd, mais une lueur d'espoir fragile dans la poitrine. Elle m'avait aidé, oui, mais il était clair qu'elle avait plus peur du châtelain que d'amour pour moi. Je ne pouvais pas la blâmer. Dans cette région, la parole du châtelain faisait loi. Ceux qui la défiaient se retrouvaient sans emploi, sans maison, parfois même sans vie. J'ai commencé à marcher pour retourner vers la cabane, empruntant non pas la route principale mais des sentiers secondaires, comme ma tante me l'avait conseillé. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait gris, menaçant de se déchaîner à tout moment. Chaque pas était une lutte. J'étais si fatiguée que mes pieds semblaient peser des tonnes. Mon ventre vide grondait, mais je gardais précieusement la maigre nourriture que ma tante m'avait donnée. Je ne savais pas quand j'en aurais davantage. J'ai marché toute la journée, m'arrêtant seulement pour me reposer ou boire l'eau froide des ruisseaux. À mesure que le temps passait, la faiblesse m'envahissait. Ma vue s'assombrissait, mes jambes flageolaient. La grossesse, la faim et des mois de souffrance accumulée me rattrapaient. Mais je devais continuer. Je n'avais pas le choix. Quand le soleil commençait à se coucher, j'ai enfin aperçu ce qui devait être la cabane de la vieille Madeleine. Simple, recouverte d'un toit de chaume, elle se dressait au milieu d'un terrain rocailleux que personne ne cultivait. Un petit potager poussait sur le côté, quelques plantes que je ne reconnaissais pas, et quelques poules picoraient tranquillement dans la cour. Je n'ai pas eu la force de frapper à la porte. Mes forces m'avaient complètement abandonné. Je me souviens seulement d'avoir senti le sol arriver trop vite, du choc du corps contre la terre dure, et puis l'obscurité. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée sur une natte, la tête sur un oreiller de paille, recouverte d'une vieille mais propre couverture. J'ai tenté de me lever, mais un vertige violent m'a forcé à me recoucher. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois,
Madame Madeleine. Petite femme mince, la peau ridée comme une carte ancienne, les cheveux blancs attachés en chignon. Elle devait avoir 70, peut-être 80 ans, mais se mouvait avec une agilité surprenante. Et ses yeux, sombres, profonds, pénétrants. On aurait dit qu'il voyait l'âme des gens. « Tu es enfin réveillée, petite », dit-elle en s'approchant avec une écuelle en terre cuite. « Le bébé est agité, Sens. » Elle posa sa main sur mon ventre. Je sentis un léger mouvement à l'intérieur, la première fois que je percevais la vie qui grandissait en moi. Mais au lieu de joie, je ressentis une peur glaciale. C'était trop réel. « Maintenant, bébé, » répéta Madame Madeleine, comme si elle lisait dans mes pensées. Il n'est pas responsable de la façon dont il a été conçu. Elle m'a aidé à m'asseoir et m'a tendu l'écuelle. À l'intérieur, un bouillon chaud, au goût de pommes de terre et d'herbes inconnues. Ça te donnera des forces, expliqua-t-elle. J'ai tout bu, sentant la chaleur se répandre dans mon corps, l'estomac reconnaissant après des mois de vide. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la vraie gentillesse. Ta tante t'a envoyé, demanda-t-elle après que j'eus fini le bouillon. J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Elle n'envoie quelqu'un ici que lorsqu'il est vraiment désespéré, dit-elle avec un sourire édenté. Mais c'est bien. Désespéré, c'est ce que tu es. Madame, vous savez ce qui m'est arrivé ? Ai-je murmuré, la peur tordant ma voix. Elle laissa échapper un petit rire sec. Je sais tout ce qui se passe dans ce château, petite. De loin, mais je vois. Le docteur Geoffroy a déjà fait ça à d'autres avant toi. 2 se sont enfuis. Une s'est suicidée. Et le châtelain protège toujours son fils. Toujours. Les larmes me montèrent aux yeux. Que vais-je faire maintenant ? Je n'ai personne. Je n'ai nulle part où aller. Madame Madeleine s'assit à côté de moi sur la natte, un soupir fatigué fendant son dos courbé. Tu peux rester ici. Personne ne vient dans ce coin oublié. Le châtelain pense que ces terres ne valent rien. Il ne sait pas que c'est ici que poussent les meilleures herbes médicinales. Mais le bébé ? Murmurai-je, la main sur mon ventre encore petit. On trouvera une solution, répondit-elle avec une certitude qui fit naître en moi le premier fil d'espoir depuis le début de l'horreur. J'ai déjà aidé à mettre au monde beaucoup d'enfants. Un de plus ne fait pas de différence. Cette nuit-là, allongée sur la natte dans la cabane de Madame Madeleine, j'ai senti, pour la première fois, que peut-être, juste peut-être, je pourrais survivre. Je ne savais pas comment. Je ne voyais pas l'avenir clairement. Mais au moins, j'avais un toit, quelqu'un qui ne me jugeait pas et la promesse que je n'aurais pas à affronter ce qui venait seul. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette humble cabane, sur ce bout de terre que personne ne voulait, serait le début de la plus grande transformation de ma vie. De cette tragédie naîtrait non seulement un enfant, mais aussi la force que je ne savais même pas avoir en moi. Les premiers mois dans la cabane de Madame Madeleine furent une lente convalescence, chaque jour un petit pas vers la survie et la renaissance. Mon corps, malmené par tant de souffrances, avait besoin de guérir. Mon ventre grandissait lentement, et avec lui naissait un mélange étrange de sentiments, peur de l'avenir, colère contre le passé, et une curiosité timide pour cette petite vie qui s'installait en moi. Madame Madeleine prenait soin de moi avec une patience que je n'avais jamais connue. Elle me faisait manger même quand je n'en avais pas envie, me donnait des tisanes pour calmer mon estomac, posait ses mains calleuses sur mon front lorsque je me réveillais en criant d'un cauchemar. Le corps guérit plus vite que l'âme, me répétait-elle. Mais un jour, les deux iront bien à nouveau. Au début, je n'y croyais pas. Il semblait y avoir un trou noir en moi, impossible à combler. Pourtant, petit à petit, jour après jour, une force différente commença à renaître. Elle n'était pas celle d'avant, vive et légère, mais calme, profonde, solide. Madame Madeleine m'enseignait sur les herbes pendant que je récupérais. Elle connaissait chaque plante sur ce terrain rocailleux, savait l'usage de chaque feuille, racine et fleur. Celle-ci est pour la fièvre, expliquait-elle, montrant une plante aux feuilles minuscules. Cette autre calme l'estomac. Celle-là, attention, un peu guérie, beaucoup tue. J'écoutais avec attention, mémorisant chaque détail, chaque méthode. Ce savoir semblait trop précieux pour être perdu. Avec le temps, je commençais à aider au potager. Même avec mon ventre arrondi, je pouvais me pencher pour arracher les mauvaises herbes, planter de nouvelles pousses, arroser les jours sans pluie. Il y avait quelque chose de curatif dans ce travail. Sentir la terre sous mes doigts, voir les plantes grandir sous mes soins. Chaque graine germée me murmurait que la vie continue, malgré tout. Un après-midi pluvieux, alors que j'étais enceinte d'environ 5 mois, Madame Madeleine m'appela dans la cabane.
Son expression était différente, grave mais douce, comme si elle allait me révéler un secret longtemps gardé. « Viens ici, petite, » dit-elle en tirant un vieux coffre en bois caché sous une natte. Je ne l'avais jamais remarqué avant. « Il est temps que tu connaisses mon trésor. » Elle ouvrit le coffre avec soin, presque avec révérence. À l'intérieur, enveloppés dans du tissu de coton pour les protéger de l'humidité, se trouvaient des livres. Pas un ou deux, mais une petite collection rare, surtout pour une femme de son âge et de son rang. « Celui-ci, » dit-elle en prenant un mince cahier à la couverture légèrement déchirée, « c'est avec lui que j'ai appris à lire quand j'étais déjà adulte. » Elle caressa la couverture avec tendresse. C'était un abécédaire. La fille cadette de mes anciens maîtres me donna le premier livre en cachette. Elle m'enseigna les premières lettres, puis me tendit un autre plus épais, consacré aux remèdes maison. J'y notai tout ce que j'avais appris de ma mère et de ma grand-mère. Le troisième était un manuel simple de santé, distribué de temps en temps par le gouvernement. Puis elle me montra le dernier, avec un soin presque religieux. C'était un gros livre lourd, couverture de cuir sombre, déjà usé par le temps. Manuel complet de médecine pratique, disait la couverture aux lettres dorées presque effacées. C'était un cadeau de mon dernier maître avant le châtelain, un médecin qui m'avait confié ce livre après que j'eus réussi à le guérir avec mes herbes. « Tu sais lire tout ça ?» demanda-t-elle. « Un peu, » répondis-je, admirative. « Assez pour ce dont tu as besoin. Mais toi, tu vas tout apprendre, chaque mot. » Et ainsi commençaient nos leçons. D'abord l'abécédaire, lettre par lettre. Je connaissais déjà un peu, ma mère m'ayant enseigné les bases, mais Madame Madeleine avait la patience d'une sainte. Chaque soir, après le travail, nous nous installions à la lueur d'une lampe à pétrole, et elle me guidait à travers les mystères des lettres et des mots. À ma surprise, j'apprenais vite. Ma tête semblait avide de tout ce savoir. En quelques semaines, je lisais l'abécédaire sans trébucher. Puis vint le livre des remèdes maison, suivi du manuel de santé. Le manuel de médecine était plus difficile, rempli de termes compliqués et de schémas de parties du corps que je ne connaissais pas. Mais avec patience et persévérance, je commençai à déchiffrer chaque mot. « Tu gardes tout ce que tu lis comme un coffre au trésor, » disait Madame Madeleine, fière comme si j'étais sa fille. Et c'était vrai. Chaque nom d'herbe, chaque méthode de préparation, chaque maladie et symptôme s'organisait dans ma tête comme les pièces d'un puzzle. Tandis que mon esprit se remplissait de connaissances, mon ventre s'arrondissait doucement. Dans les derniers mois, je peinais à me pencher pour travailler au potager. Le bébé bougeait tellement qu'on aurait dit qu'il dansait là-dedans. « C'est un garçon », affirmait Madame Madeleine, la main sur mon ventre. « On peut le savoir à la façon dont tu le portes, tout vers l'avant. » Le jour arriva enfin. La douleur commença à l'aube, d'abord faible, puis si intense qu'elle semblait me déchirer en deux. Madame Madeleine envoya chercher Florence, une sage-femme d'un hameau voisin, digne de confiance. Toute la nuit, elles travaillèrent avec moi. Je criais, mordais le tissu qu'elle m'avait donné. « Courage, petite, ton fils veut connaître le monde », murmura Madame Madeleine. Après ce qui parut une éternité, un cri retentit, fort, vif, plein de vie. « C'est un garçon », annonça Florence, nettoyant le petit corps rouge et frémissant. « Et il est grand et fort. » Quand elles le posèrent dans mes bras, tout changea en moi. Ce n'était plus le fils de cet homme, fruit de malheur. C'était mon fils, mon petit garçon. J'observais son visage rouge, ses yeux encore gonflés, essayant de s'ouvrir, et un amour immense emplit ma poitrine, à peine contenue. « Sylvain », murmurai-je, un nom hérité du père de Madame Madeleine, un homme bon qui était mort pendant la guerre sans connaître la paix. Puis, mes yeux tombèrent sur sa petite oreille gauche, légèrement pliée d'une façon particulière. J'avais déjà vu cela, c'était exactement comme l'oreille du châtelain et de ses fils, une marque de cette famille. Mon cœur se serra. C'était comme si le passé laissait sa trace sur mon fils, un rappel que je ne pourrais jamais effacer. Madame Madeleine remarqua aussi, mais resta silencieuse. « Ce n'est qu'un petit morceau de lui, » dit-elle doucement. « Le reste est à toi, et c'est toi qui vas élever ce garçon pour qu'il devienne un homme différent. » Je fis alors une promesse silencieuse, serrant Sylvain contre moi, « Tu ne connaîtras jamais ma faim. Tu ne sentiras jamais l'abandon que j'ai ressenti. Tu grandiras fort. Tu apprendras, tu seras quelqu'un dans la vie. » Les premiers mois furent un défi inédit. Sylvain pleurait beaucoup, surtout la nuit. Ma poitrine, engorgée et douloureuse, brûlait à chaque tétée. Je ne savais pas comment le tenir, le baigner, comprendre chaque cri.
Mais Madame Madeleine était là, patiente et sage, me guidant comme elle avait guidé tant de jeunes mères perdues. Peu à peu, je pris le coup. Sylvain grandissait, d'abord souriant, puis assis, puis rampant. La petite cabane résonnait de ses rires et de ses cris de joie. Toute l'obscurité de mon passé semblait illuminée par ce petit être dépendant de moi. Madame Madeleine adorait ce petit garçon. Malgré l'âge, elle se baissait pour jouer avec lui, chantait de vieilles berceuses et racontait des histoires d'un temps révolu. Sylvain la regardait fasciné, comme si elle était une fée. Et d'une certaine manière, elle l'était vraiment. Sa bonté nous avait sauvés tous les deux. Presque un an après la naissance de Sylvain, je remarquai que Madame Madeleine s'affaiblissait. D'abord de petites choses, fatigue au potager, oubli, tout matinal. J'essayais de la soigner comme elle m'avait soignée, avec les tisanes et les remèdes, mais il y avait des limites. Le temps, l'âge, une vie de labeur. Un après-midi d'avril, elle m'appela près de sa natte. « Bernadette, ma fin approche. » Je voulus protester, dire que ce n'était que de la fatigue. Elle sourit, son sourire édenté qui avait éclairé tant de mes jours sombres. « Ne pleure pas, petite. J'ai eu une longue vie. J'ai vu des choses que tu ne peux imaginer. La guerre, l'occupation, tant de changements. Je suis fatiguée, il est temps de me reposer. » Elle serra ma main avec force. « Cette cabane est maintenant à toi et aux petits. Personne ne réclamera ce bout de terre. Prends soin du potager, des herbes, des livres. Tout ce que j'ai appris avec toi, utilise-le maintenant pour suivre ton chemin, promets-le-moi. » J'ai tenu ma promesse, les larmes coulant sans fin. Cette nuit-là, alors que Sylvain dormait sur mes genoux, Madame Madeleine s'est éteinte paisiblement, si silencieusement que je ne l'ai pas remarqué immédiatement. On aurait dit qu'elle s'était simplement endormie après une longue vie bien remplie. Je l'ai enterrée près du noyer qu'elle aimait tant, là où l'ombre était fraîche les après-midi d'été. J'ai pleuré pendant des jours comme si j'avais perdu une mère une seconde fois. Mais la vie continuait. J'avais Sylvain à élever et des promesses à tenir. J'ai décidé de rester dans la cabane. Comme Madame Madeleine l'avait dit, personne ne se souciait de ce bout de terre rocailleux. Je me suis consacrée au potager, aux herbes, et à mes études le soir, une fois que Sylvain s'endormait. Les 2 chèvres laissées par Madame Madeleine me donnaient du lait, les poules pondaient des œufs, et le potager produisait assez de légumes. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant. Pour gagner un peu d'argent, je faisais des travaux dans des fermes plus éloignées, là où personne ne me connaissait. Je lavais le linge, nettoyais les maisons, aidais aux récoltes. Sylvain m'accompagnait, d'abord attaché sur mon dos avec un tissu, puis marchant à mes côtés quand il avait appris à marcher. C'était difficile et épuisant, mais chaque pièce que je gagnais était précieuse. Je la cachais d'abord dans une boîte enterrée sous la cabane, puis dans la doublure d'un oreiller lorsque j'en avais plus. C'est dans une de ces fermes que j'ai rencontré Monsieur Gaston. Ancien employé du château des Vents, il connaissait le châtelain et sa famille, mais était parti avant mon arrivée. Homme âgé et peu loquace, il avait une façon particulière de s'occuper des animaux. Lorsqu'il sut que je vivais seule avec un petit garçon, il m'apprit tout ce qu'il savait sur l'élevage, comment repérer si une chèvre est malade, comment faire pondre davantage les poules, comment soigner les sabots des vaches. Je ne lui ai jamais parlé de mon passé au château, mais je crois qu'il s'en doutait. Parfois, il parlait du docteur Jaffroy avec un mépris à peine dissimulé. Ce médecin s'était toujours cru supérieur, cruel avec les animaux, alors imagine avec les gens. Pendant mon temps libre, je me plongeais dans mes livres, obsédée par la lecture à la lumière de ma lampe à pétrole après que Sylvain s'endormait. Mon préféré restait le manuel de médecine. Aussi complexe soit-il, j'étais fascinée par le fonctionnement du corps, par la manière dont les maladies attaquent et dont les remèdes guérissent. En combinant ces connaissances avec celles de Madame Madeleine sur les herbes, j'ai commencé à créer mes propres remèdes. Au début, c'était pour moi et pour Sylvain, un sirop de cresson au miel pour sa toux, une infusion de mélisse et de citronnelle avec de la menthe pour ses maux de ventre. Peu à peu, les voisins isolés de cette région commencèrent à entendre parler de moi. Un enfant couvert de bleu à force de courir et de jouer recevait une compresse de feuilles de ricin. Une femme vint avec son fils atteint de dartre sur la peau, je lui préparai une pommade de millepertuis qui le guérit en quelques jours. Un vieil homme arriva presque étouffé par les glaires dans sa poitrine. Un sirop d'hysope avec du miel noir lui apporta un soulagement immédiat. Une jeune fille souffrant d'une fièvre tenace trouva remède grâce à un bain de feuilles d'eucalyptus et une tisane de quinquina. Au début, je ne faisais rien payer. Je savais trop bien ce que c'était d'avoir besoin et de n'avoir rien à donner.
J'acceptais simplement ce que chacun pouvait offrir, quelques haricots, des œufs frais, parfois une poule. Mais avec le temps, certaines personnes plus aisées insistèrent pour me payer en argent. Je n'ai jamais refusé. Chaque pièce rejoignait mon petit trésor secret, qui grandissait lentement mais sûrement. Bientôt, on commença à m'appeler « la femme qui sait des choses ». On venait parfois de loin, amenant des malades, demandant conseil, cherchant des remèdes. Je n'étais pas médecin et je ne l'ai jamais prétendu. Mais dans ce coin reculé, où un médecin diplômé était plus rare qu'une pluie en août, je faisais ce que je pouvais avec les connaissances accumulées. Pendant ce temps, Sylvain grandissait fort et intelligent. À 6 ans, il m'aidait déjà au potager, connaissait le nom de presque toutes les herbes et savait à quoi chacune servait. Je lui avais appris à lire avec les mêmes livres que Madame Madeleine avait utilisés avec moi. Il apprenait encore plus vite que moi, aspirant les lettres des pages avec ses petits yeux vifs et curieux. Bientôt, Sylvain lisait tout ce qu'il trouvait, même les morceaux de vieux journaux qui enveloppaient parfois nos achats. C'est à cette époque que j'ai rencontré Monsieur Julien. Marchand itinérant, il passait de temps en temps avec sa charrette remplie de produits, tissus, pétrole, outils, tout ce que nous ne pouvions pas produire sur place. Lors d'un de ses voyages, il est tombé malade, tremblant de fièvre. J'ai préparé une forte tisane de quinquina et appliqué des compresses d'eau froide jusqu'à ce que sa fièvre baisse. Impressionné par l'amélioration rapide, il revint quelques semaines plus tard avec des cadeaux, un nouveau cahier pour Sylvain, un morceau de tissu pour moi, et une proposition. « Vos remèdes sont excellents et moins chers », expliqua-t-il. « Je pourrais les vendre à Belvédère-Surde, où beaucoup n'ont pas les moyens de consulter un médecin. » J'ai commencé à préparer mes potions, pommades, sirops et tisanes en plus grande quantité. Chaque voyage rapportait plus que ce que je pouvais gagner en un mois de travail dans les fermes. Pour la première fois, l'idée d'un avenir différent pour Sylvain et moi commençait à prendre forme. Un après-midi, après avoir livré une grande cargaison, Monsieur Julien m'observa expliquer l'usage de chaque remède. « Madame Bernadette, vous devriez aller en ville. Avec toutes ces connaissances, vous pourriez travailler à l'hôpital. » J'ai ri. Moi, à l'hôpital ? Sans diplôme, avec un enfant à élever. Mais il n'abandonna pas. Ma sœur est religieuse infirmière à l'hôpital Saint-Joseph. Je peux lui parler. Vous commenceriez comme femme de ménage, mais je suis sûre qu'ils remarqueront vite que vous en savez plus que beaucoup d'infirmiers diplômés. L'idée tournait dans ma tête jour et nuit. Belvédère-sur-Aude, une grande ville, une école pour Sylvain, un avenir différent. Mais la cabane de Madame Madeleine avait été notre refuge. Là, personne ne me jugeait, personne ne connaissait mon passé. Et maintenant, affronter les regards curieux. Sylvain décida pour moi. Quand je lui parlais de la proposition, ses yeux brillèrent d'un éclat que je n'avais jamais vu. « On va habiter en ville, maman. Il y a une vraie école, un hôpital et des magasins. » Son enthousiasme était contagieux. J'ai compris que ce coin isolé, bien que protecteur, était aussi une prison. Mon fils méritait mieux. Il méritait toutes les opportunités que le monde pouvait offrir. Lors du voyage suivant de Monsieur Julien, je lui donnai ma réponse. Il sourit, satisfait. « Je viendrai vous chercher dans 2 semaines. Cela vous donne le temps de tout organiser. » Ce furent des jours de beaucoup de travail et d'émotions mêlées. J'ai rangé nos maigres affaires. J'ai donné les chèvres et les poules aux voisins le plus proche. J'ai récolté la dernière moisson d'herbe du potager. L'argent que j'avais économisé au fil des ans, mon trésor secret, je l'ai enveloppé dans un tissu et caché contre mon corps. Ce n'était pas beaucoup, mais ce serait suffisant pour commencer une nouvelle vie. Les adieux à la cabane de Madame Madeleine ont été plus difficiles que je ne l'imaginais. Aussi simple soit-elle, elle avait été notre foyer sur pendant 7 ans. Avant de partir, je suis allée au pied du noyer où elle était enterrée. « Merci pour tout », ai-je murmuré. « J'emporterai ton savoir et ta bonté avec moi. » Je pouvais presque l'entendre répondre « Va, petite, ton destin est plus grand que ce bout de terre. » Sylvain pouvait à peine contenir son excitation. Quand Monsieur Julien est arrivé avec la charrette pour nous chercher, le garçon n'était jamais allé au-delà des fermes voisines et maintenant il s'embarquait dans une aventure vers l'inconnu. Il regardait tout sur le chemin avec ses yeux écarquillés d'étonnement, les collines au loin, les fermes plus grandes et finalement, après une journée entière de voyage, les premières maisons de la ville. Belvédère semblait un autre monde pour qui ne connaissait que l'intérieur isolé comme nous. Les rues pavées, les maisons côte à côte, le mouvement des gens et des voitures, les magasins aux vitrines colorées. Sylvain ne savait où regarder en premier.
Il pointait tout du doigt, posait 1000 questions auxquelles je ne savais pas non plus répondre. Monsieur Julien nous a conduits directement à l'hôpital Saint-Joseph, un imposant bâtiment blanc avec une grande croix à l'avant. C'est là que j'ai rencontré sœur Catherine, sa sœur, une femme sérieuse d'une 50aine d'années, vêtue de l'habit noir et blanc des religieuses, avec un visage qui semblait taillé dans la pierre, mais des yeux bienveillants qui rappelaient ceux de son frère. L'entretien a été plus facile que je ne le craignais. Sœur Catherine a posé peu de questions sur mon passé, sur mes connaissances des remèdes, si je savais lire et écrire, si j'avais de l'expérience avec les malades. Quand j'ai mentionné les livres de Madame Madeleine, surtout le manuel de médecine, elle a semblé impressionnée. Elle m'a demandé d'identifier quelques herbes qu'elle avait dans une boîte et d'expliquer à quoi elles servaient. Puis elle a voulu savoir comment je traiterais certains symptômes. « Votre frère n'a pas exagéré », a-t-elle finalement dit. « Vous comprenez vraiment le sujet ?» Elle m'a expliqué qu'elle pourrait m'embaucher comme aide au nettoyage. C'était le seul poste disponible pour quelqu'un sans études formelles. Mais, a-t-elle ajouté avec un regard complice, rien ne vous empêche d'observer et d'apprendre pendant vos pauses. Nous avons toujours besoin de personnes qui savent prendre soin des autres. C'est ainsi que j'ai commencé ma nouvelle vie à Belvédre-sur. Monsieur Julien nous a aidés à trouver une petite chambre à louer à l'arrière de la maison d'une dame veuve. C'était petit mais propre, avec de la place pour 2 lits étroits, un petit fourneau et une table. Sylvain a été inscrit à l'école puis à Aix-en-Grave-l'Hôpital, je passais mes journées à frotter le sol, laver les draps et nettoyer chaque pièce. Mais comme sœur Catherine me l'avait promis, je pouvais observer les soins pendant mes pauses. Parfois, elle me laissait même aider pour des tâches simples, comme préparer des compresses ou arranger les lits. J'absorbais chaque geste et chaque détail, comparant mes observations aux leçons apprises avec Madame Madeleine. Après environ 3 mois, je l'ai aperçue pour la première fois. Je nettoyais le couloir des cabinets de consultation quand une porte s'est ouverte. Il est sorti, imposant malgré ses cheveux grisonnants aux tempes. Le docteur Geoffroy. Mon sang s'est figé, mon cœur a tambouriné dans ma poitrine. Je me suis précipitée à détourner le regard, frottant le sol avec une énergie inutile, espérant qu'il ne me reconnaisse pas. Il ne m'a pas reconnue. Il est passé devant moi, absorbé par une conversation avec un autre médecin. Pour lui, je n'étais qu'une femme de ménage parmi tant d'autres, invisible et interchangeable. Les années et les épreuves avaient transformé mon apparence. J'étais plus maigre, plus marquée, le teint hâlé par le soleil, les cheveux ternes. Je n'étais plus la jeune fille de la fromagerie. Dans les jours qui suivirent, j'observais discrètement. J'ai découvert qu'il était l'un des médecins les plus respectés de l'hôpital, avec un cabinet privé dans le quartier chic de la ville. Mais j'entendais aussi les murmures des infirmières dans les couloirs pendant que je nettoyais. « Le docteur Jawa ne va pas bien », disait-elle à voix basse. « Avez-vous vu sa main trembler lorsqu'il fait une injection ?» répondait une autre. « C'est la maladie », expliquait-on, « il a été malade il y a des années et n'a jamais cherché à se soigner correctement par honte. » Peu à peu, en rassemblant les fragments de ces conversations, j'ai compris qu'il s'agissait de syphilis. À un stade avancé, avec des dégâts neurologiques irréversibles. J'ai aussi appris que son mariage arrangé avec la fille d'un autre châtelain était en danger. Son épouse envisageait de retourner chez son père, humiliée par la maladie que tout le monde connaissait. De plus, la famille du châtelain faisait face à de graves soucis financiers depuis la mort du patriarche. Les terres, autrefois considérées comme inépuisables, étaient vendues par morceaux pour rembourser les dettes. Cette nuit-là, allongé dans notre petite chambre avec Sylvain endormi à côté, je fixais le plafond en pensant à l'ironie de la vie. L'homme qui avait brisé ma jeunesse, qui m'avait traité comme moins qu'humaine, dépérissait maintenant lentement. Il perdait sa santé, sa réputation, son mariage et sa fortune. Je n'ai ressenti ni joie ni pitié. Juste une certitude glaciale qui grandissait en moi. La roue de la vie avait commencé à tourner et cette fois, elle tournait en ma faveur. Après avoir appris ce qu'il en était du docteur Geoffroy, j'ai commencé à observer attentivement tout ce qui le concernait à l'hôpital. Au départ, ce n'était pas de la vengeance, mais une curiosité mêlée de prudence. Comme si le destin m'avait placé là, dans le même lieu que lui, pour une raison que je ne comprenais pas encore. Je notais ses horaires et ses trajets, ses interactions avec l'hôpital. J'ai remarqué qu'il arrivait toujours à 8 heures, jamais plus tôt ni plus tard. Il sortait pour déjeuner à midi et revenait à 13h30. Il terminait sa journée à 18h, sauf le mardi où il restait plus longtemps pour des consultations particulières. Quand ses tremblements étaient plus prononcés,
Il administrait moins d'injections et prescrivait davantage de comprimés. Lorsqu'il souffrait dans ses articulations, il devenait irritable avec le personnel, grondant pour la moindre chose. C'est au cours de ces observations que j'ai rencontré Florence. Elle était infirmière depuis plus de 15 ans, spécialisée dans les maladies vénériennes, non par choix, mais parce que personne d'autre ne voulait de ce service. Une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux toujours attachés en un chignon serré, avec des yeux qui semblaient avoir tout vu. Elle s'occupait des patients atteints de syphilis, y compris du docteur Jaffroy lorsque son traitement était plus intense. Au début, nous échangions à peine quelques mots pendant que je nettoyais la salle de traitement. À l'hôpital, je passais mes journées à frotter le sol, laver les draps et nettoyer chaque pièce. Mais comme sœur Catherine me l'avait promis, je pouvais observer les soins pendant mes pauses. Parfois, elle me laissait même aider pour des tâches simples, comme préparer des compresses ou arranger les lits. J'absorbais chaque geste et chaque détail, comparant mes observations aux leçons apprises avec Madame Madeleine. Après environ 3 mois, je l'ai aperçue pour la première fois. Je nettoyais le couloir des cabinets de consultation quand une porte s'est ouverte. Il est sorti, imposant malgré ses cheveux grisonnants aux tempes. Le docteur Geoffroy. Mon sang s'est figé, mon cœur a tambouriné dans ma poitrine. Je me suis précipitée à détourner le regard, frottant le sol avec une énergie inutile, espérant qu'il ne me reconnaisse pas. Il ne m'a pas reconnue. Il est passé devant moi, absorbé par une conversation avec un autre médecin. Pour lui, je n'étais qu'une femme de ménage parmi tant d'autres, invisible et interchangeable. Les années et les épreuves avaient transformé mon apparence. J'étais plus maigre, plus marquée, le teint hâlé par le soleil, les cheveux ternes. Je n'étais plus la jeune fille de la fromagerie. Dans les jours qui suivirent, j'observais discrètement. J'ai découvert qu'il était l'un des médecins les plus respectés de l'hôpital, avec un cabinet privé dans le quartier chic de la ville. Mais j'entendais aussi les murmures des infirmières dans les couloirs pendant que je nettoyais. « Le docteur Jawa ne va pas bien », disait-elle à voix basse. « Avez-vous vu sa main trembler lorsqu'il fait une injection ?» répondait une autre. « C'est la maladie », expliquait-on, « il a été malade il y a des années et n'a jamais cherché à se soigner correctement par honte. » Peu à peu, en rassemblant les fragments de ces conversations, j'ai compris qu'il s'agissait de syphilis. À un stade avancé, avec des dégâts neurologiques irréversibles. J'ai aussi appris que son mariage arrangé avec la fille d'un autre châtelain était en danger. Son épouse envisageait de retourner chez son père, humiliée par la maladie que tout le monde connaissait. De plus, la famille du châtelain faisait face à de graves soucis financiers depuis la mort du patriarche. Les terres, autrefois considérées comme inépuisables, étaient vendues par morceaux pour rembourser les dettes. Cette nuit-là, allongée dans notre petite chambre avec Sylvain endormi à côté, je fixais le plafond en pensant à l'ironie de la vie. L'homme qui avait brisé ma jeunesse, qui m'avait traitée comme moins qu'humaine, dépérissait maintenant lentement. Il perdait sa santé, sa réputation, son mariage et sa fortune. Je n'ai ressenti ni joie ni pitié. Juste une certitude glaciale qui grandissait en moi. La roue de la vie avait commencé à tourner et cette fois, elle tournait en ma faveur. Après avoir appris ce qu'il en était du docteur Geoffroy, j'ai commencé à observer attentivement tout ce qui le concernait à l'hôpital. Au départ, ce n'était pas de la vengeance, mais une curiosité mêlée de prudence. Comme si le destin m'avait placé là, dans le même lieu que lui, pour une raison que je ne comprenais pas encore. Je notais ses horaires et ses trajets, ses interactions avec l'hôpital. J'ai remarqué qu'il arrivait toujours à 8 heures, jamais plus tôt ni plus tard. Il sortait pour déjeuner à midi et revenait à 13h30. Il terminait sa journée à 18h, sauf le mardi où il restait plus longtemps pour des consultations particulières. Quand ses tremblements étaient plus prononcés, il administrait moins d'injections et prescrivait davantage de comprimés. Lorsqu'il souffrait dans ses articulations, il devenait irritable avec le personnel, grondant pour la moindre chose. C'est au cours de ces observations que j'ai rencontré Florence. Elle était infirmière depuis plus de 15 ans, spécialisée dans les maladies vénériennes, non par choix, mais parce que personne d'autre ne voulait de ce service. Une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux toujours attachés en un chignon serré, avec des yeux qui semblaient avoir tout vu. Elle s'occupait des patients atteints de syphilis, y compris du docteur Jaffroy lorsque son traitement était plus intense. Au début, nous échangions à peine quelques mots pendant que je nettoyais la salle de traitement. Blick la plus proche, le premier de la famille à recevoir une éducation formelle. À l'hôpital, je passais mes journées à frotter le sol, laver les draps et nettoyer chaque pièce.
Mais comme sœur Catherine me l'avait promis, je pouvais observer les soins pendant mes pauses. Parfois, elle me laissait même aider pour des tâches simples, comme préparer des compresses ou arranger les lits. J'absorbais chaque geste et chaque détail, comparant mes observations aux leçons apprises avec Madame Madeleine. Après environ 3 mois, je l'ai aperçue pour la première fois. Je nettoyais le couloir des cabinets de consultation quand une porte s'est ouverte. Il est sorti, imposant malgré ses cheveux grisonnants aux tempes. Le docteur Geoffroy. Mon sang s'est figé, mon cœur a tambouriné dans ma poitrine. Je me suis précipitée à détourner le regard, frottant le sol avec une énergie inutile, espérant qu'il ne me reconnaisse pas. Il ne m'a pas reconnue. Il est passé devant moi, absorbé par une conversation avec un autre médecin. Pour lui, je n'étais qu'une femme de ménage parmi tant d'autres, invisible et interchangeable. Les années et les épreuves avaient transformé mon apparence. J'étais plus maigre, plus marquée, le teint hâlé par le soleil, les cheveux ternes. Je n'étais plus la jeune fille de la fromagerie. Dans les jours qui suivirent, j'observais discrètement. J'ai découvert qu'il était l'un des médecins les plus respectés de l'hôpital, avec un cabinet privé dans le quartier chic de la ville. Mais j'entendais aussi les murmures des infirmières dans les couloirs pendant que je nettoyais. « Le docteur Jawa ne va pas bien », disait-elle à voix basse. « Avez-vous vu sa main trembler lorsqu'il fait une injection ?» répondait une autre. « C'est la maladie », expliquait-on. Il a été malade il y a des années et n'a jamais cherché à se soigner correctement par honte. Peu à peu, en rassemblant les fragments de ces conversations, j'ai compris qu'il s'agissait de syphilis. À un stade avancé, avec des dégâts neurologiques irréversibles. J'ai aussi appris que son mariage arrangé avec la fille d'un autre châtelain était en danger. Son épouse envisageait de retourner chez son père, humiliée par la maladie que tout le monde connaissait. De plus, la famille du châtelain faisait face à de graves soucis financiers depuis la mort du patriarche. Les terres, autrefois considérées comme inépuisables, étaient vendues par morceaux pour rembourser les dettes. Cette nuit-là, allongée dans notre petite chambre avec Sylvain endormi à côté, je fixais le plafond en pensant à l'ironie de la vie. L'homme qui avait brisé ma jeunesse, qui m'avait traitée comme moins qu'humaine, dépérissait maintenant lentement. Il perdait sa santé, sa réputation, son mariage et sa fortune. Je n'ai ressenti ni joie ni pitié, juste une certitude glaciale qui grandissait en moi. La roue de la vie avait commencé à tourner et cette fois, elle tournait en ma faveur. Après avoir appris ce qu'il en était du docteur Geoffroy, j'ai commencé à observer attentivement tout ce qui le concernait à l'hôpital. Au départ, ce n'était pas de la vengeance, mais une curiosité mêlée de prudence. Comme si le destin m'avait placé là, dans le même lieu que lui, pour une raison que je ne comprenais pas encore. Je notais ses horaires et ses trajets, ses interactions avec l'hôpital. J'ai remarqué qu'il arrivait toujours à 8 heures, jamais plus tôt ni plus tard. Il sortait pour déjeuner à midi et revenait à 13h30. Il terminait sa journée à 18h, sauf le mardi où il restait plus longtemps pour des consultations particulières. Quand ses tremblements étaient plus prononcés, il administrait moins d'injections et prescrivait davantage de comprimés. Lorsqu'il souffrait dans ses articulations, il devenait irritable avec le personnel, grondant pour la moindre chose. C'est au cours de ces observations que j'ai rencontré Florence. Elle était infirmière depuis plus de 15 ans, spécialisée dans les maladies vénériennes, non par choix, mais parce que personne d'autre ne voulait de ce service. Une femme d'une 40aine d'années, les cheveux toujours attachés en un chignon serré, avec des yeux qui semblaient avoir tout vu. Elle s'occupait des patients atteints de syphilis, y compris du docteur Geoffroy lorsque son traitement était plus intense. Au début, nous échangeaions à peine quelques mots pendant que je nettoyais la salle de traitement. Elle accomplissait son travail avec sérieux. Un jour, par maladresse, j'ai renversé un seau d'eau juste au moment où elle arrivait. Au lieu de me réprimander comme d'autres l'auraient fait, elle a simplement souri et m'a aidé à essuyer le sol. « Ça arrive à tout le monde », m'a-t-elle dit d'une voix douce mais fatiguée. À partir de ce moment, nous avons commencé à échanger quelques mots de temps en temps. Florence n'était pas bavarde, mais chaque parole qu'elle prononçait avait du poids. Elle racontait des histoires sur les patients, en restant discrète, sans nommer personne, et expliquait comment certains hommes contractaient des maladies dans les maisons closes et accusaient ensuite leurs épouses. Elle décrivait ceux qui, par honte, attendaient trop longtemps avant de se soigner, ou qui abandonnaient le traitement après la première dose, croyant être guéris. Petit à petit, notre amitié a pris racine. Je lui apportais de la tisane de mélisse pour apaiser ses longues journées.
Elle me gardait parfois des restes de collation laissés après les réunions d'infirmières. Quand Sylvain était malade et ne pouvait aller à l'école, elle acceptait parfois de le laisser dans une salle vide, dessinant tranquillement jusqu'à la fin de mon service. Au fil des mois, nous avons commencé à nous confier davantage. Elle m'a révélé qu'elle était veuve, que son mari était mort pendant la guerre, sans enfant. Elle vivait seule dans une petite chambre, semblable à la mienne, et la solitude lui pesait parfois au point d'avoir mal à la poitrine. Un jour, poussée par une impulsion que je ne comprenais pas moi-même, j'ai commencé à partager une partie de mon histoire. Je n'ai pas tout révélé d'un coup. J'ai d'abord mentionné que j'étais mère célibataire et que le père de mon fils m'avait abusée dans ma jeunesse. Un autre jour, j'ai parlé de l'expulsion du château de Madame Madeleine et de ce que j'avais appris sur les herbes et les remèdes. À chaque échange, je laissais filtrer un peu plus, testant sa réaction, cherchant jusqu'où je pouvais lui faire confiance. Florence écoutait attentivement, sans juger, hochant parfois la tête comme pour dire « ça ne m'étonne pas ». Quand nous avons suffisamment confiance l'une en l'autre, j'ai posé la question sur le docteur Geoffroy. « Qu'en est-il de lui » a-t-elle demandé avec prudence. « Je crois que je le connais d'avant », ai-je répondu, le cœur battant à toute vitesse. Elle m'a observé un long moment, comme pesant s'il fallait révéler un secret. « Le docteur ne va pas bien », a-t-elle dit enfin. « Il est très malade, plus qu'il ne le laisse paraître. » Progressivement, Florence a confirmé mes soupçons. Le docteur Geoffroy avait contracté la syphilis des années auparavant, probablement d'une des nombreuses liaisons qu'il avait dans la capitale. Au début, il avait caché les symptômes par honte et n'avait cherché de traitement que lorsqu'il ne pouvait plus le dissimuler. Mais il était déjà trop tard. La maladie avait atteint son système nerveux. Ce n'est qu'une question de temps, m'a-t-elle confié un après-midi, alors que nous prenions un café discrètement dans la salle des fournitures. Les tremblements allaient empirer avec le temps. Viendrait ensuite la paralysie, les pertes de mémoire, peut-être même la folie. À ce stade, personne ne pouvait y échapper. C'est à cette époque que j'ai croisé Maître Grégoire. Il n'était pas médecin mais avocat. À l'hôpital, tout le monde l'appelait « Maître » par respect. Il venait presque chaque jour rendre visite à sa femme, Madame Hélène, qui souffrait d'un problème cardiaque. Un homme d'une 50aine d'années, toujours impeccablement habillé malgré la chaleur du Languedoc, serviette en cuir sous le bras et lunettes glissant sans cesse sur le nez. Notre première rencontre fut accidentelle. Je nettoyais le couloir près de la chambre de Madame Hélène lorsqu'il trébucha sur un seau que j'avais laissé. Il faillit tomber mais se rattrapa de justesse. Au lieu de se fâcher, comme je m'y attendais, il plaisanta de sa propre maladresse. « Si je me casse la jambe, au moins je suis déjà au bon endroit », dit-il. Après cela, il me saluait systématiquement quand il me voyait. Contrairement à beaucoup de gens aisés, il traitait tout le monde avec égalité, médecin, infirmière ou femme de ménage. Un jour, il m'a aperçu en train de lire un livre de médecine pendant ma pause. C'était un ouvrage emprunté à la bibliothèque de l'hôpital. Au lieu d'être surpris, il a montré un véritable intérêt. « Vous aimez la médecine » demanda-t-il. « J'aime apprendre » répondis-je, un peu gêné. Cela donna lieu à une longue discussion sur l'éducation et sur la façon dont beaucoup de personnes talentueuses n'avaient pas d'opportunités dans notre pays. Il me raconta qu'il venait lui aussi d'une famille pauvre et qu'il n'avait pu étudier que grâce à l'insistance d'un prêtre qui lui avait trouvé une bourse. Nos conversations devinrent régulières. Il arrivait toujours tôt pour voir sa femme et prenait quelques instants pour parler avec moi avant de pénétrer dans sa chambre. Nous abordions tous les sujets, politique, médecine, justice, éducation. Il semblait admiratif de mes connaissances en remèdes naturels. Il me demandait même parfois conseil pour son insomnie. Lorsque la confiance fut établie, je lui confiai une partie de mon histoire. Contrairement à Florence qui écoutait avec le cœur, Maître Grégoire analysait avec l'esprit d'un avocat, attentif aux détails et aux implications légales. Quand je mentionnai le nom de Geoffroy, il écarquilla les yeux derrière ses lunettes. « Je connais cette famille », dit-il en ajustant nerveusement ses lunettes. « J'ai représenté des clients contre eux à plusieurs reprises. Le vieux châtelain était un tyran et ses fils n'étaient guère mieux. » Il hésita, pesant ses mots. « Si ce que vous me racontez est exact, et je n'ai aucune raison d'en douter, votre fils aurait légalement droit à une part de l'héritage des Leheur de Beauvoisin. » Cette idée ne m'était jamais venue à l'esprit. Je n'avais jamais voulu d'argent de cette famille. Mais Maître Grégoire me fit réaliser qu'il y avait une possibilité que je n'avais pas envisagée. Sylvain méritait une reconnaissance, non pour la richesse, mais pour le principe moral. De plus,
la situation financière déjà fragile des Leheur de Beauvoisin pourrait empirer si un héritier inattendu réclamait sa part. Je ne veux aucune fortune, expliquai-je. Je veux seulement un avenir pour mon fils et peut-être un petit bout de terre à moi. C'est alors qu'un plan commença à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était pas de la vengeance sanglante, du moins pas celle que les gens imaginent habituellement. C'était davantage une question de justice que de vengeance. Une correction laissée entre mes mains par le destin. Florence et Maître Grégoire devinrent mes confidents, sans le savoir au début, mes alliés. Elles me tenaient au courant de l'état de santé de Geoffroy, de ses jours meilleurs et de ses jours plus sombres. Ils me conseillaient sur les aspects légaux et sur la manière de prouver que Sylvain était mon fils sans recourir aux tests sanguins, rares et coûteux à l'époque. La solution vint de Sylvain lui-même. Cette petite marque à son oreille, ce pli distinctif au bout de l'oreille gauche que j'avais remarqué dès sa naissance, correspondait à un trait connu de la famille Leheur de Beauvoisin. Le châtelain l'avait, tous ses fils aussi, et on disait que ce trait se transmettait de génération en génération. C'était si particulier que les habitants plaisantaient souvent, si tu as l'oreille, le sueur, tu as du sang sueur. J'observais attentivement les habitudes de Geoffroy à l'hôpital. Je savais que le mardi, il restait toujours tard et était le dernier à quitter l'aile des consultations. Je connaissais aussi ses jours de douleur accrue, quand ses articulations le faisaient souffrir davantage et le rendaient plus vulnérable. Sa plus grande crainte n'était pas la maladie en elle-même, mais le scandale que révélerait la gravité de son état auprès de la société locale. Un mardi d'avril, j'attendis que tout le monde quitte l'aile des consultations. J'avais demandé à Florence de déposer discrètement Sylvain à proximité, le laissant dans une salle d'attente vide sous prétexte que je viendrais le chercher bientôt. Je pris une grande inspiration, ajustai mon uniforme et frappai à la porte du cabinet où je savais que Geoffroy était encore. « Entrez », répondit une voix familière, inchangée malgré les années. Je poussai la porte doucement, entrai et la refermai derrière moi. Il était assis à son bureau, la tête baissée, prenant des notes dans un dossier. Il ne leva même pas les yeux immédiatement. « J'ai fini ici. Vous pouvez nettoyer, dit-il, pensant que je n'étais que la femme de ménage habituelle. « Le lait est-il encore chaud, docteur ?» demandai-je d'une voix plus assurée que je ne l'avais prévu. Il releva brusquement la tête, les yeux grands ouverts de surprise. Il prit quelques instants pour scruter mon visage, cherchant à se rappeler où il m'avait déjà vu. J'ai vu le moment précis où sa mémoire a refait surface. Son visage s'est vidé de couleur. Ses lèvres se sont entrouvertes légèrement. Le stylo est tombé de sa main tremblante. « C'est vous ?» balbutia-t-il, la fille de la fromagerie. J'ai acquiescé. « Ce n'est pas possible. »« Depuis combien de temps ?» a-t-il murmuré. « 8 ans, ai-je corrigé. »« Depuis que vous m'avez abusé à répétition dans la fromagerie du domaine de votre père, que vous m'avez mise enceinte et que vous m'avez ensuite accusé d'avoir couché avec les ouvriers. 8 longues années depuis que j'avais été chassée comme une bête galeuse, sans argent, sans repère, avec seulement les vêtements sur le dos et un bébé dans le ventre. » Il s'est levé, s'appuyant sur le bureau, retrouvant déjà un peu de son arrogance. « Qui a laissé entrer cette folle ici ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il avec froideur. « Vous avez nourri cette rancune pendant des années pour un fantasme. Si quelqu'un vous a mise enceinte, c'est votre problème, pas le mien. » Alors, j'ai ouvert la porte et fait un signe. Sylvain est entré timidement, observant avec curiosité cet homme qu'il n'avait jamais rencontré. J'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils et dit, « Docteur Jaffroy, voici Sylvain, mon fils, votre fils. » Geoffroy laissa échapper un rire nerveux, forcé, ridicule. « N'importe quel enfant peut être le vôtre, cela ne prouve rien, » dit-il. J'ai alors demandé à Sylvain de tourner la tête et de montrer son oreille gauche. « Regardez bien, docteur, cette marque, celle que vous avez, la même que celle de votre père. » J'ai vu ses yeux s'écarquiller de nouveau, mais cette fois avec une peur différente. Il voyait exactement le pli particulier, identique au sien. Une preuve vivante du sang qui coulait dans les veines du garçon. « Cela ne prouve rien encore, » commença-t-il, mais sa voix trahissait la tension. « L'infirmière Florence connaît votre état médical dans les moindres détails. Elle a accès à vos dossiers, à vos médicaments. Elle sait quel traitement palliatif vous recevez. Elle connaît également les dommages que la maladie a causés à votre système nerveux, et que ce n'est qu'une question de temps avant que... »« Assez » cria-t-il en frappant la table avec force, faisant sursauter Sylvain qui se réfugia derrière moi. « Que voulez-vous ? De l'argent ? Combien ? » J'ai fait signe à Sylvain d'attendre dehors.
Une fois la porte refermée, je l'ai regardé dans les yeux. Les mêmes yeux qui jadis m'avaient empli de terreur. À présent, c'était lui qui était rempli de peur. Je ne veux pas de votre argent, docteur Jaffroy. Je veux seulement 3 choses. J'ai compté sur mes doigts. Premièrement, le petit terrain à l'arrière de l'ancien domaine, là où se trouvait la cabane de Madame Madeleine. Deuxièmement, une éducation garantie pour Sylvain, avec la prise en charge de tous les frais de scolarité dans la meilleure école jusqu'à la fin de ses études. Troisièmement, un document officiel reconnaissant la vente légale du terrain pour une valeur symbolique, non comme un don. Il me fixa, incrédule. C'était tout. Un petit bout de terre sans valeur et l'école pour le garçon, c'était tout, ai-je confirmé. Je ne veux pas de votre nom. Je ne veux pas de votre argent au-delà de l'éducation de Sylvain. Je ne veux rien d'autre de vous. Je veux juste un endroit qui m'appartient de droit et la possibilité d'offrir un avenir meilleur à mon fils, à notre fils. La résistance initiale fut à la hauteur de ce que j'avais prévu. D'abord le déni total, puis les menaces vaines. Je vais vous poursuivre pour diffamation. Je vais vous faire perdre votre emploi. Personne ne vous croira. Je répondais calmement à tout, rappelant la présence de l'infirmière qui connaissait sa condition, les symptômes évidents que n'importe quel médecin pourrait constater. Sans oublier la marque indéniable sur l'oreille du garçon. Enfin vint le marchandage. Je peux vous donner de l'argent, bien plus que ne vaut ce bout de terre inutile. J'ai refusé. Je peux vous trouver un meilleur emploi dans une autre ville. J'ai refusé à nouveau. Il ne comprenait pas que tout cela n'était pas une question d'argent ou d'avantages immédiats. C'était une question de dignité, de construire quelque chose de mes propres mains, un futur que je pourrais contrôler. Au milieu de cette négociation tendue, la porte s'ouvrit sans prévenir. C'était Maître Grégoire, comme nous l'avions prévu. Mon retard, dit-il, tenant sa serviette comme si sa présence était attendue. Il avait tous les documents déjà préparés, le transfert du terrain, l'engagement concernant l'éducation de Sylvain, tout rédigé en langage juridique que Geoffroy ne pourrait plus contester. « Que faites-vous ici » demanda Geoffroy, confus. « Je représente les intérêts de Madame Bernadette et du mineur Sylvain » répondit Maître Grégoire calmement en ajustant ses lunettes. « Je crois que vous avez déjà discuté des termes de l'accord. » Geoffroy nous regarda l'un après l'autre, comprenant qu'il était pris au piège. Ses mains tremblaient visiblement, qu'il s'agisse de la maladie ou de la nervosité, je ne saurais dire. « C'est un piège » murmura-t-il. « Non, docteur, ai-je corrigé, c'est la justice. » La signature des documents se fit dans cette même pièce, ses mains tremblant tellement qu'on distinguait à peine son écriture. Maître Grégoire supervisa tout, s'assurant que chaque document soit correctement signé. Lorsque nous avons terminé, Geoffroy paraissait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. « Satisfait maintenant » demanda-t-il avec amertume. « Vous avez obtenu ce que vous vouliez. »« Non, docteur, répondis-je. J'ai obtenu ce qui était mon droit et moins que ce que vous me deviez. » J'ai pris les documents et suis sorti de la pièce. Dans le couloir, j'ai retrouvé Sylvain, nerveux mais curieux. « Qui était cet homme, maman » demanda-t-il alors que nous quittions l'hôpital. « Quelqu'un qui nous devait quelque chose, ai-je répondu, et qui a enfin payé. » Dans cette pièce, en voyant cet homme qui m'avait jadis traité comme moins qu'humaine, tremblant et acculé, je confesse avoir ressenti quelque chose proche du plaisir. Je n'ai jamais demandé d'argent facile. Je n'ai pas cherché de vengeance sanglante. J'ai simplement exigé ce qui me permettrait de construire de mes propres mains et d'assurer un avenir à mon fils. Pourtant, souvent, je me demande si j'ai été cruel d'utiliser sa maladie comme arme. Aurais-je dû simplement tourner la page et oublier le passé ? Que feriez-vous à ma place, avec un enfant à élever et la chance de renverser la situation entre vos mains ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du choix que j'ai fait. 2 semaines après la signature des documents, nous avons quitté notre petite chambre en ville pour retourner à la campagne. La cabane de Madame Madeleine était toujours là, un peu plus usée par le temps, mais toujours debout. Le terrain alentour, ces parcelles rocailleuses que le châtelain jugeait sans valeur, étaient maintenant officiellement à moi. J'avais les papiers pour le prouver. Sylvain était désorienté au début. Il s'était habitué à la ville, à l'école, à ses nouveaux amis. Mais il s'est vite adapté, surtout après que je lui ai expliqué qu'il continuerait désormais ses études dans une meilleure école. « Et nous allons élever des vaches, maman, pour de vrai ?» demanda-t-il avec enthousiasme quand je lui parlais de mes projets. La décision de démarrer un élevage de vaches laitières ne venait pas de nulle part. J'avais de l'expérience depuis l'enfance, en aidant d'abord avec les vaches du voisin,
puis au domaine du châtelain, et enfin avec les chèvres de Madame Madeleine. Je connaissais les animaux. Je savais comment les soigner, les traire, reconnaître leurs maladies. Et plus important encore, je savais que le lait était un produit quotidien dont tout le monde avait besoin. Ma première étape fut de chercher Monsieur Gaston, qui travaillait encore dans une ferme voisine. Quand il entendit mes projets, il sourit à sa manière discrète mais pleine de satisfaction. « Je savais que vous reviendriez, Madame Bernadette, dit-il, et je savais que vous feriez quelque chose de bien de votre vie. » Il s'est proposé de m'aider pendant son temps libre, m'enseignant ce que je ne savais pas encore sur l'élevage du bétail à plus grande échelle. Je continuais à travailler à l'hôpital, faisant l'aller-retour tous les jours. Grâce à sœur Catherine, j'ai été promue de femme de ménage à aide-soignante, toujours sans formation officielle, mais avec une reconnaissance de mes compétences pratiques. Le meilleur salaire aidait à soutenir notre nouveau départ. Pendant mes moments libres, j'étudiais l'élevage de vaches laitières avec obsession. Je me rendais à la bibliothèque publique de la ville et prenais tout ce que je trouvais sur le sujet. Livres techniques, revues agricoles, manuels officiels, rien ne m'échappait. Je lisais à la lumière de la lampe à pétrole après que Sylvain s'était endormi. Avec le prêt obtenu grâce à Maître Grégoire qui s'était porté garant, j'ai acheté mes 2 premières vaches laitières. Elles n'étaient pas parfaites, l'une était déjà un peu vieille, l'autre trop maigre. Mais c'était ce que je pouvais me permettre. Monsieur Gaston m'a aidé à les choisir, s'assurant qu'elles soient au moins en bonne santé et capables de produire du lait pendant longtemps. Ma routine à cette époque aurait épuisé n'importe qui de moins déterminé. Je me levais à 4 heures du matin. Je trayais les vaches, préparais le lait. J'emmenais Sylvain à l'école privée, exigence que Geoffroy respectait religieusement, peut-être par peur que je réapparaisse dans son cabinet. Je partais ensuite pour l'hôpital et travaillais toute la journée. Au retour, je m'occupais des animaux et du potager que j'avais replanté. Je préparais le repas, aidais Sylvain avec ses devoirs, puis trouvais encore la force d'étudier davantage sur le bétail avant de m'effondrer, épuisé, sur le lit. Les premières bouteilles de lait que je vendais étaient destinées aux voisins immédiats. Je remplissais des bouteilles en verre recyclé, les plaçais dans un panier et allais les proposer de porte en porte. Au début, les gens achetaient plus par pitié ou curiosité qu'autre chose. La femme qui revenait régulièrement. C'est ainsi qu'on m'appelait. Certains connaissaient vaguement mon histoire, d'autres inventaient leur propre version. Je ne me préoccupais pas des commérages, seulement de la qualité de ce que je vendais. Bientôt, le lait de Madame Bernadette eut la réputation d'être plus pur, plus crémeux et plus savoureux que les autres. Je m'appliquais à maintenir la propreté, à soigner les vaches et à respecter l'horaire exact de la traite. Alors que d'autres producteurs mélangeaient de l'eau dans le lait pour en avoir plus, je garantissais une pureté totale. Alors que certains laissaient les animaux dans des conditions précaires, mon petit troupeau, rapidement passé de 2 à 4 puis 6 vaches, restait sain et bien nourri. En 195, j'ai participé à la foire agricole locale. J'y ai présenté mon lait, mon fromage blanc maison et le beurre que j'avais appris à préparer. Je n'espérais rien de plus que de vendre un peu plus que d'habitude. À ma grande surprise, j'ai reçu une mention honorable pour le lait le plus pur de la région. Le certificat, encadré avec fierté, fut la première chose que j'accrochai au mur de la cabane rénovée. Chaque centime gagné au-delà du nécessaire pour vivre était réinvesti dans l'entreprise. Une vache de plus ici, un meilleur équipement là, une étable improvisée rénovée petit à petit. Ce bout de terre rocailleuse que personne ne voulait commençait enfin à se transformer. Le potager s'agrandissait, des clôtures étaient érigées. Une petite mais solide étable avait remplacé l'abri de fortune. Tandis que ma vie fleurissait lentement, celle de Geoffroy continuait sa descente inexorable. Son mariage prit fin définitivement lorsque les rumeurs sur sa maladie se propagèrent dans la société locale. Sa femme retourna chez son père, emmenant leurs 2 jeunes enfants. Sa santé se détériorait de mois en mois. Les tremblements devinrent si intenses qu'il dut abandonner la pratique médicale, se limitant à des consultations où il ne faisait que parler et prescrire. Le domaine familial, sans la poigne du vieux châtelain, sombrait dans les dettes. Les frères de Geoffroy, jamais attentifs aux affaires, vendaient parcelle après parcelle pour maintenir un style de vie qu'ils croyaient mériter. Le château, qui m'avait un jour semblé un palais, montrait désormais des signes de délabrement. Peinture écaillée, jardin négligé, toit nécessitant des réparations. À mon initiative, Sylvain rendait visite à Geoffroy de temps à autre. Il ne savait pas que cet homme était son père. Je le présentais simplement comme un homme malade qui nous avait aidés par le passé.
Je trouvais important qu'il voie ce que l'alcool et une vie dissolue pouvaient faire à une personne. Connais-le, lui disais-je, non pour pardonner ou admirer, mais pour qu'il ne devienne jamais comme lui. En regardant en arrière aujourd'hui, je pense avoir peut-être été trop dur. Mais à cette époque, chaque fois que je voyais mon fils revenir de l'école privée avec des livres sous le bras et un avenir prometteur, je me souvenais de la jeune fille terrifiée dans la fromagerie. Des nuits de peur, de la pluie sur la route après l'expulsion. Je savais alors que j'avais fait ce qui devait être fait. Le temps passait, la petite entreprise grandissait et je commençais à comprendre ce que Madame Madeleine voulait dire en affirmant que le temps guérit tout. La douleur n'avait pas totalement disparu. Certaines blessures laissent des cicatrices à vie. Mais j'avais appris à vivre avec elles, à transformer en force ce qui avait été une faiblesse. Et surtout, j'avais compris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire son propre bonheur malgré lui. Les années s'écoulaient et le petit élevage laitier, commencé avec 2 vaches maigres, avait grandi au-delà de toute attente. Quand les décennies arrivèrent, la France vivait ce que l'on appelait les 30 glorieuses. En un clin d'œil, le pays avait changé. De nouvelles routes traversaient la campagne, et des industries apparaissaient dans les provinces. Le gouvernement injectait de l'argent pour ceux qui voulaient développer des entreprises rurales. Beaucoup fronçaient le nez face à ces nouveautés. Le gouvernement promet beaucoup, réalise peu, disaient les agriculteurs plus âgés, accrochés aux anciennes façons de faire. Mais moi, qui n'avais jamais rien eu à perdre, j'y ai vu une opportunité unique. Tandis que d'autres se reposaient à l'ombre des noyers, je cherchais de l'information. J'ai découvert que la coopérative agricole, soutenue par l'État, offrait des lignes de crédit pour les petits producteurs ruraux. Taux d'intérêt faible, longue période de remboursement, délai de grâce avant de commencer à payer. Mais il fallait présenter un projet, un plan d'affaires, des prévisions de croissance, des choses que personne ici ne savait faire. Personne sauf moi. Toutes ces années d'études obsessionnelles, lisant tout ce que je trouvais sur l'administration et les affaires, portaient enfin leurs fruits. Avec l'aide de Maître Grégoire, toujours mon ami et conseiller, j'ai monté un projet détaillé pour l'expansion de ma petite ferme, que j'appelais maintenant fièrement « Fromagerie Les Bruyères ». J'ai été la première personne de la région à obtenir un financement de la coopérative agricole. Je me souviens encore de la tête des employés de la banque quand je suis arrivée, femme seule avec une pile de papier sous le bras. Ils ont d'abord cru que j'étais là sur ordre d'un mari ou d'un père. Quand ils ont compris que l'entreprise était mienne, leurs sourcils se sont tellement levés qu'ils ont presque touché leurs cheveux. Mais le projet était trop solide pour être refusé. Avec l'argent du financement, j'ai entièrement transformé la fromagerie Les Bruyères. J'ai construit une étable moderne avec un sol adapté et un système d'écoulement pour faciliter le nettoyage. J'ai installé un équipement de traite mécanique, économisant du temps et assurant une hygiène parfaite. J'ai acheté des reproducteurs de race pure pour améliorer la génétique de mon troupeau. Mon troupeau n'était plus petit. J'avais atteint 30 vaches laitières, chacune produisant le double des vaches ordinaires de la région grâce aux soins attentifs qu'elles recevaient. Sylvain avait obtenu son diplôme en droit à l'université de Montpellier. Il était le premier de la famille à avoir un diplôme universitaire. Le jour de sa remise de diplôme, assise dans l'auditoire, le regardant recevoir son diplôme, j'ai pleuré comme une enfant. Je pensais à la jeune fille de la fromagerie, à la femme enceinte expulsée sous la pluie. J'avais du mal à croire où nous étions arrivés. Je pensais qu'il voudrait rester à Montpellier, ouvrir un cabinet et suivre une carrière loin d'ici. Mais il m'a surprise en revenant à la maison. « Maman », a dit Sylvain un jour, « j'ai étudié le droit pour pouvoir vous aider à grandir davantage. L'avenir de la France est dans la campagne, et la fromagerie Les Bruyères sera la meilleure de la région. » Et c'est ainsi que ce fut. Sa connaissance des lois, des contrats et des négociations, combinée à mon expérience pratique et à mes savoirs techniques, formait un duo imbattable. Bien sûr, ce n'était pas facile. Être une femme entrepreneuse dans un monde dominé par les hommes ne l'est jamais. Il y avait des agriculteurs qui refusaient de négocier avec moi, des banques qui exigeaient la signature d'un responsable masculin, même si l'entreprise était à mon nom. Des fournisseurs qui tentaient de me tromper sur les prix, pensant que je ne comprenais rien aux chiffres. Mais j'avais construit un réseau solide au fil des ans. Florence, qui avait quitté l'hôpital, m'aidait maintenant dans l'administration de la ferme. Maître Grégoire, même retraité, continuait à me conseiller sur les questions juridiques. Monsieur Gaston, malgré son âge, venait encore donner son avis sur le bétail. Et d'autres femmes de la région, inspirées par mon exemple,
lançaient leurs propres entreprises, boutiques de vêtements, pensions pour voyageurs, confitures maison. Nous nous soutenions, échangions des conseils et créions un cercle de protection mutuelle. La fromagerie que j'avais installée dans la ferme a été un grand bond en avant. Au lieu de vendre seulement du lait frais, j'ai commencé à produire du fromage, du beurre, du yaourt et du fromage blanc. Ces produits duraient plus longtemps, voyageaient mieux et rapportaient davantage. Bientôt, j'avais mon propre camion transportant les produits de la fromagerie Les Bruyères non seulement à Belvedere-sur-Aude, mais aussi à Carcassonne, Narbonne et jusqu'à Toulouse. Tandis que la fromagerie prospérait, le domaine des Leheurs de Beauvoisin dépérissait, comme une plante privée d'eau. La mauvaise gestion des fils du châtelain, les dettes accumulées et la maladie de Geoffroy avaient érodé ce qui avait été un jour un empire. Un par un, les morceaux de terre étaient vendus aux enchères pour payer les créanciers. Et à chaque vente, j'étais là, avec de l'argent en main et des plans d'expansion en tête. Pièce par pièce, j'achetais les terres qui avaient appartenu à la famille qui m'avait humilié et chassé. Ce n'était pas de la vengeance, c'était des affaires. Ces terres étaient bonnes. Elles avaient juste besoin de quelqu'un qui sache y travailler. Geoffroy, à ce stade complètement handicapé par la maladie, fut placé dans une maison de retraite à la périphérie de la ville. Il ne pouvait pas se permettre mieux. La fortune de sa famille s'était évaporée. Ses frères avaient du mal à subvenir à leurs besoins. Sylvain, apprenant la situation, décida de payer une pension mensuelle pour le vieil homme. Ce n'est pas par affection, m'expliqua-t-il, c'est par principe. Aucun être humain ne mérite de mourir dans l'abandon, pas même lui. Par un jour chaud d'été, presque 30 ans après ce matin fatal dans la fromagerie, je suis allé rendre visite à Geoffroy dans la maison de retraite. Je ne sais pas exactement ce qui m'y a mené, curiosité peut-être, ou le besoin de fermer un cycle qui avait marqué ma vie si profondément. Il était dans un lit simple, dans une chambre qu'il partageait avec 2 autres personnes âgées. Son corps, autrefois fort et menaçant, n'était plus que peau et os. Son visage était marqué par des rides profondes et des taches laissées par la maladie. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, avaient perdu l'éclat arrogant d'autrefois. Je ne savais pas s'il m'avait reconnu immédiatement. Les infirmières m'avaient expliqué que la maladie avait déjà affecté sa mémoire. « Docteur Geoffroy » ai-je appelé en m'arrêtant près du lit. Il a tourné la tête lentement, ses yeux cherchant à faire le point. Une lueur de reconnaissance y passa. « Père Bernadette » balbutia-t-il d'une voix faible et rauque. « Oui, c'est moi » ai-je répondu, tirant une chaise pour m'asseoir. « Je suis venu voir comment vous alliez. » Il a fermé les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand il parla à nouveau, les mots sortaient avec peine. « Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez, mes terres, ma famille, tout est fini. » Je ne suis pas venu pour vous jeter ça au visage, ai-je répondu sincèrement. Ce qui est arrivé à votre famille n'est pas mon œuvre. C'est le résultat des choix que vous avez faits vous-même, sur des générations. Nous sommes restés silencieux un moment. Le seul bruit était celui du vieux ventilateur tournant au plafond, dispersant l'air chaud. Finalement, il murmura « Pardonnez-moi ». Les mots semblaient étrangers, sortis de cette bouche comme si elle n'avait jamais été faite pour demander pardon. Pour ce que j'ai fait à vous. J'étais jeune, arrogant. Je ne ressentis ni soulagement ni satisfaction, seulement une fatigue ancienne, comme quelqu'un qui pose enfin un lourd fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Je ne suis pas venu chercher vos regrets, ai-je répondu, sortant du sac une bouteille en verre. Je suis venu vous apporter du lait frais, le plus pur de la région, produit sur les terres qui étaient autrefois les vôtres. Je posai la bouteille sur la petite table à côté du lit et me levai pour partir. Il retint mon bras d'une main tremblante. « Votre fils, Sylvain, c'est lui ?» La question trahissait une peur sincère que je compris immédiatement. « Il sait » ai-je confirmé. « Il sait tout. C'est son choix de payer votre pension ici. C'est son choix d'avoir acheté les terres de votre famille quand elles ont été mises aux enchères. Et c'est son choix de ne jamais vous avoir confronté ou demandé quoi que ce soit. » J'ai retiré doucement sa main de mon bras. Il est un homme meilleur que nous tous. Je suis sorti de cette chambre avec le sentiment qu'un cercle s'était refermé. Ce n'était pas du pardon. Certaines choses vont au-delà du pardon. C'était plutôt une reconnaissance que la vie a sa propre façon de rendre justice, parfois lente, parfois inattendue, mais toujours présente à la fin. Geoffroy est mort quelques mois après cette visite. Sylvain est allé à l'enterrement, moi non. Non par colère ou ressentiment, mais parce que ce chapitre s'était déjà clos ce jour-là, à la maison de retraite. J'avais tenu la promesse silencieuse faite à Mame Madeleine tant d'années auparavant,
son savoir et sa bonté ne seraient pas oubliés. Le terrain où se trouvait sa cabane était maintenant le cœur de la fromagerie Les Bruyères, et le noyer où elle reposait avait grandi, fort et touffu, donnant de l'ombre au banc où j'aimais m'asseoir les dimanches d'après-midi. Ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer cette aube pluvieuse où j'avais quitté le château des Vents avec seulement les vêtements que je portais. À 40 ans, alors que Sylvain était déjà grand et que la ferme prospérait, j'ai rencontré Henri, un veuf venu travailler comme comptable dans notre entreprise. Différent de tout homme que j'avais connu auparavant, il me respectait profondément, admirait mon indépendance et n'a jamais cherché à contrôler ce que j'avais construit. Après 2 ans de fréquentation, avec promenade dominicale et fleurs, nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie dans la cour de la ferme. Je ne m'attendais pas à trouver l'amour à ce stade de ma vie, mais il est arrivé, tranquille et sûr, comme le coucher du soleil après une journée de travail. Henri a amené 2 filles de son premier mariage que j'ai accueillies comme les miennes. À son tour, il a aimé Sylvain comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Les années ont passé, et la famille s'est agrandie. Sylvain a épousé Marie, la fille d'un professeur d'université, et ils ont eu 3 enfants. Mes petits-enfants grandissaient librement dans la ferme, comme leur père n'avait jamais pu le faire à leur âge. Tous ont étudié dans de bonnes écoles et sont allés à l'université, l'aîné en agronomie aide désormais à gérer la ferme, le cadet est devenu médecin dans le même hôpital où j'étais autrefois femme de ménage, et la Benjamine, ma petite fille chérie, est avocate spécialisée dans les droits des femmes. Par hasard, j'ai retrouvé ma tante Adèle lors d'un marché de producteurs à Carcassonne. Déjà très âgée, retraitée de son travail de cuisinière et vivant avec sa fille, elle n'en croyait presque pas ses yeux en me voyant. Entrepreneuse connue et propriétaire du stand le plus fréquenté du marché. Elle a pleuré, m'a embrassée et m'a demandé pardon de ne pas m'avoir défendu ce jour terrible au château. Je ne lui en voulais pas, je connaissais trop bien le pouvoir que la peur exerce sur les gens. Je l'ai aidée financièrement, lui assurant une fin de vie digne, la seule parente qui me restait. Avec la croissance de la ferme, j'ai pu réaliser un vieux rêve, créer un programme de bourse pour les jeunes de la région, en me concentrant particulièrement sur les filles de familles pauvres qui, sans aide, n'auraient jamais eu la chance d'étudier au-delà du niveau élémentaire. J'ai également fondé une petite école dans la ferme, où nous donnions des cours d'alphabétisation aux femmes adultes, employées de maison, travailleuses agricoles, femmes au foyer qui n'avaient jamais eu l'occasion d'apprendre à lire et à écrire. Ma petite fille cadette, Anne-Thérèse, me donne une fierté particulière. Elle a commencé à travailler comme femme de ménage pour payer ses études vétérinaires, même si j'insistais pour tout financer. « Grand-mère » m'a-t-elle dit un jour, « je veux comprendre dans ma chair ce que vous avez traversé. C'est seulement ainsi que je pourrai vraiment l'apprécier. » Aujourd'hui, elle est vétérinaire en chef à la ferme, s'occupe du troupeau primé que nous avons élevé et donne des cours à l'université pendant son temps libre. Même après tout ce que j'ai accompli, je porte encore des marques qui n'ont jamais complètement guéri. À 90 ans passés, les insomnies aux petites heures du matin persistent, surtout à l'heure où j'étais forcée d'aller à la fromagerie. Je me surprends parfois à regarder l'horloge à 4 heures, le corps tendu, le cœur battant comme si j'attendais encore ses pas. Je n'ai jamais pu faire facilement confiance aux hommes en position de pouvoir. Quand je dois négocier avec des banquiers, des politiciens ou des propriétaires terriens riches, j'emmène toujours quelqu'un avec moi, même si je sais que je peux gérer la situation seule. C'est un vestige de cette vieille peur, un réflexe que ni le temps ni la thérapie n'ont pu complètement effacer. Les cauchemars se font plus rares avec les années, mais ils reviennent parfois. Je me réveille en sueur, revivant les moments dans la fromagerie comme s'ils s'étaient produits hier. Henri a appris à gérer cela, il me prend dans ses bras sans un mot, prépare une tisane de mélisse que j'ai apprise de Mame Madeleine pour calmer les nerfs et reste à mes côtés jusqu'à ce que je me rendorme. J'ai créé un rituel pour gérer ces cicatrices. Chaque soir avant de dormir, je bois une tasse de lait tiède, le même lait qui fut un jour instrument de mon tourment. Aujourd'hui, il me réconforte. C'est ma façon de dire que cela n'a plus de pouvoir sur moi, que j'ai transformé le symbole de ma souffrance en symbole de ma force. Certaines blessures ne se referment jamais complètement. Nous apprenons à vivre avec elles, à les intégrer dans notre histoire, et à les utiliser comme rappel de ce que nous avons surmonté. Comme je le dis à mes petits-enfants quand ils se plaignent, une cicatrice n'est qu'un souvenir que vous avez été plus fort que ce qui a essayé de vous abattre. Au cours de ce long voyage que nous appelons la vie, j'ai appris quelque chose qui mérite d'être partagé. Premièrement, le temps est l'allié silencieux de ceux qui ont patience et détermination. Les seigneurs pensaient m'avoir détruite ce matin-là,
Mais ils n'ont pas vu qu'ils avaient planté la graine de leur propre destruction. Il a fallu des années, mais le temps a apporté la récolte. Deuxièmement, la connaissance est la seule richesse que personne ne peut vous enlever. On peut vous prendre votre maison, votre terre, votre argent, mais ce que vous avez appris dans les livres ou dans la vie reste avec vous pour toujours. C'est ainsi que j'ai transformé ma vie, un livre à la fois, une leçon à la fois. Troisièmement, et peut-être le plus important, la meilleure vengeance n'est pas de détruire votre ennemi, mais de construire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé que vous puissiez réaliser. Si j'avais dépensé mon énergie à simplement haïr les seigneurs, à nourrir le désir de les voir souffrir, j'aurais gaspillé ma vie. Au lieu de cela, j'ai utilisé cette énergie pour construire quelque chose de plus grand et de meilleur que ce qu'ils n'ont jamais rêvé. Comme j'aime le dire aux jeunes de la région, le lait tourne vite, mais les leçons de la souffrance durent pour toujours. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui définit qui vous êtes, mais comment vous y répondez. Et une femme avec un plan est plus puissante qu'un homme avec un empire. Je m'appelle Bernadette Colombe, Vosselin-Montfleury, de jeune fille terrifiée dans la fromagerie à propriétaire de la plus grande fromagerie de la région. Voilà l'histoire que j'ai portée en silence pendant des décennies. Aujourd'hui, à 90 ans, je regarde mes mains ridées et me rappelle que ce sont elles qui ont trait des vaches, tourné des pages de livres, signé des actes et caressé des générations de ma famille. Si vous voulez connaître d'autres femmes comme moi, qui ont transformé la douleur en force quand personne n'aurait parié un sou sur elles, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. Tant qu'il y aura une voix dans cette gorge et des histoires dans cette vieille mémoire, je serai là pour rappeler que l'avenir appartient à ceux qui savent attendre leur heure.